Donc bonjour, on accueille, les personnes, qui se sont inscrites donc à ce troisième webinaire, d'Alterlab. On se donne il est 16 heures exactement, donc nous avons nos intervenants, Armelle Ledan, André Fortin et Timothée Duverger, que je remercie d'être tous les 3 présents. On se donne 2 petites minutes pour, accueillir, les différents participants, pour donner à chacune et chacun le temps de se connecter. Bonjour à vous. Donc c'est un format webinaire, donc on ne soyez pas frustrés, on ne voit que les intervenants à ce webinaire, mais on aura l'occasion à 2 moments dans cet échange de vous donner la parole. Vous pourrez réagir, via le chat ou via, la boîte questions-réponses. On se donne encore une petite minute pour lancer le webinaire. Vous avez quelques petites instructions, dans la boîte de conversation. Je vous conseille de l'ouvrir éventuellement pour pouvoir réagir et puis au fil de la discussion, s'il y a des informations qu'on partage, je mettrai des liens éventuellement ou des commentaires dans cette boîte chat. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi, des problèmes de connexion, des problèmes, autres, pour poser vos questions. Vous pouvez aussi les mettre là. Marina, qui est ici présente, sera notre soutien technique pour ce webinaire et donc on réservera plutôt la boîte questions-réponses pour les échanges. Donc bonjour à toutes et tous. Je propose Armelle, Timothée et André, si vous en êtes d'accord, qu'on ouvre cette troisième séance, d'Alterlab. Fait. Donc sur l'innovation sociale parle-t-elle aux jeunes? Donc juste un petit mot d'introduction, pour ceux qui, pour la première fois nous rejoignent. Donc cette initiative, Alterlab, donc qui est un laboratoire d'idées, pour l'innovation sociale, a été lancée par l'Union régionale des SCOP et des SIC, Occitanie-Méditerranée. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons depuis 2007 un incubateur en innovation sociale et environnementale qui s'appelle Alter Incube, qui a essaimé dans d'autres territoires. Voilà, je vois qu'il y a des collègues qui se sont connectés aussi d'autres territoires, d'Alter Incube. Et que depuis, plus de 10 ans maintenant, nous avons lancé des rencontres qui s'appellent les Rencontres internationales de l'innovation sociale, qui ont lieu tous les 2 ans à Montpellier sur des thématiques, différentes. Ça a été le financement, la mesure d'impact, la résilience, et tous les 2 ans, donc ça veut dire que c'est une année de rencontres internationales pour nous en 2025. Donc vous pouvez noter la date du 1er décembre à Montpellier. Donc on se retrouvera, je vous dévoilerai un peu plus tard la thématique, mais pour le moment, vous pouvez noter déjà la date du 1er décembre à Montpellier. Donc on se retrouvera pour les prochaines éditions des Rencontres internationales de l'innovation sociale. N'hésitez pas si vous avez besoin au cours de la séance de précision, d'éclaircissement, parce qu'on a souvent tendance à utiliser soit des acronymes, soit à tenir pour acquis, des choses qui ne le sont pas. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, avec la thématique de l'innovation sociale parle-t-elle aux jeunes, on va faire encore plus preuve de pédagogie et donc voilà, n'hésitez pas, surtout que, André, lui, vient du Québec, et donc peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont différentes. Donc si on peut, éclaircir certains propos, on le fera avec plaisir. Cette année, donc c'est le troisième webinaire, d'Alterlab, et il y aura encore un quatrième webinaire au mois d'octobre, très très vraisemblablement. On devait avoir un temps d'ouverture, par notre présidente, Fatima Belaredj, que je vais excuser, qui ne sera pas présente, pour ce webinaire, avec nous exceptionnellement, qui a d'autres obligations aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue et je vais laisser la parole, à Armelle pour la suite et l'introduction. Merci à vous.
Merci Aurélie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis ravie effectivement d'accueillir cette troisième session et surtout de l'animer avec deux invités qui vont débattre avec nous d'un thème qui nous touche tous. On a tous été jeunes, on est tous aussi très souvent parents et surtout c'est la prochaine génération qui va devoir affronter et résoudre pas mal de défis sociétaux. Donc, je trouve que cette problématique au début de l'été, en pleine canicule, est particulièrement importante. Et une des questions qu'on se posait en lançant ce débat, c'était un peu le décalage qui peut exister entre des aspirations qui sont exprimées par la jeunesse en France et en Europe. Je regardais un sondage IFOP de l'an dernier qui a été réalisé pour la Fondation de France, qui confirme effectivement l'importance des valeurs pour les jeunes dans leur engagement professionnel. Il y a 7 jeunes sur 10 qui disent qu'ils ne veulent pas s'engager dans une entreprise qui ne partagerait pas leurs valeurs. Donc, il y a clairement cette conscientisation et cette importance des valeurs pour eux dans leur vie et dans leur engagement professionnel. Néanmoins, sa traduction, au-delà d'engagements de type bénévolat, justement, action individuelle, de l'ordre un peu du civisme, ça se retrouve assez peu dans la traduction sous forme de création d'activités économiques innovantes pour répondre à ces questions complexes, d'entrepreneuriat social, puisqu'on est sur cette frange de l'activité économique. Et donc, on se questionnait et on se demandait pourquoi. Alors, il y a déjà des jeunes entrepreneurs sociaux, c'est environ 20%, j'ai vu, des dirigeants d'entreprises sociales qui sont des jeunes. Donc, ceux-là sont déjà convaincus. Quid des autres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les obstacles? À quoi ils se heurtent? Est-ce que le concept même d'innovation sociale a quelque chose de compliqué à appréhender qui les exclut? Est-ce que ça reste un peu peut-être dans une niche un peu élitiste? Donc, je serais très, très heureuse de vous entendre et pour ça, d'entendre effectivement nos deux invités, comme d'habitude, qui viennent de deux terrains différents. Donc, Timothée Diverger, qui est responsable de la chaire Terre ESS et du master économie sociale et innovation sociale à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim, entre autres fonctions multiples. Et André Fortin, en direct du Québec, tôt le matin, avec suffisamment de caféine dans le sang, j'espère, qui est chef des pratiques et des processus innovants à la Maison de l'Innovation sociale, qui nous présentera. André, tu vas nous expliquer un peu justement au Québec, comment ça se passe? Qu'est-ce que cette maison de l'innovation sociale montre comme programme et comme activité en particulier pour les jeunes? Comment ils se positionnent chez vous? Quels sont les trous dans la raquette que vous venez peut-être combler? Et donc, aussi nous dévoiler peut-être un peu à l'avance une campagne que vous allez lancer à l'automne, qui est un projet de formation de 500 jeunes justement sur l'innovation sociale. Donc, merci d'avance à tous les deux de nous faire partager votre expérience et vos réflexions. Et on va peut-être commencer par André, euh, que j'invite à présenter en grande ligne, effectivement, on va dire quelques minutes, les activités de la Maison pour l'innovation sociale et en particulier ce que vous faites pour les jeunes. Pourquoi? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, André Fortin, on est basé à Montréal, mais on a des projets donc dans plusieurs des régions du Québec. La Maison de l'innovation sociale, on se présente comme un centre d'expertise en innovation sociale. On est une organisation à but non lucratif avec 14 personnes qui y travaillent. Donc, on a des programmes d'incubation, dont un incubateur civique, là, j'en reparlerai plus tard, là, qui rejoint beaucoup de jeunes parce que c'est, comme tu l'as dit, Armel, il y a ce même intérêt de concilier valeur et travail de plus en plus dans cette génération, dans la vingtaine, début trentaine aussi, ça on le voit.
Donc, on a un incubateur civique qui a déjà, on est rendu à notre 10e édition. Sinon, nous, on est beaucoup aussi, donc on accompagne des villes autour d'un sujet qui pourrait peut-être pas être si sexy, qu'on appelle l'innovation réglementaire. Là, innovation et règlement, ça fait ouh! Mais on se rend compte que souvent, quand on travaille avec des villes ou des institutions, le principal frein à l'innovation, c'est les règlements. Ouais. Et si on ne change pas les règlements, il n'y a pas d'innovation possible. Donc, on a mis en place une façon d'expérimenter avec ces institutions-là pour donner un peu plus de souplesse à leur réglementation puis les amener à changer. Puis sinon, dernier volet, avant de parler peut-être de ce qu'on veut faire pour les jeunes, ben nous, on a un service conseil parce qu'il faut être de plus en plus autonome. L'innovation sociale n'est pas très financée au Québec. Donc, ça veut dire comme organisation, il faut trouver de l'autofinancement. Donc, en vendant notre expertise, ça nous assure ça. Et puis le programme que tu parlais, c'est que nous, on a ciblé des jeunes de 18 à 29 ans. On vise à lancer ça cet automne. On a appelé 500 jeunes, rejoindre 500 jeunes en innovation sociale. On a comme mission, la maison, de démocratiser, de vulgariser c'est quoi l'innovation sociale, comment vous pouvez utiliser ça. T'sais, on ne se questionne pas sur c'est quoi l'innovation technologique, même si on ne sait pas toujours c'est quoi concrètement l'innovation technologique, ça passe bien. Ben, nous, on veut faire la même chose avec l'innovation sociale, amener ce concept-là, dire ici, c'est plus présent que vous pensez. Des fois, les gens adoptent pas ce vocable-là. Selon notre regard à la maison, on dit vous en faites de l'innovation sociale, mais il y a le défi de l'appropriation du terme qui est quand même un enjeu. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous en France. Fait qu'en visant les 18 à 29 ans, donc en offrant des formations d'introduction sur l'innovation sociale, en développant une école d'été de 3-4 jours pour les amener à découvrir des processus ou comment intégrer ça dans leur pratique. Puis on voulait développer aussi un livre, là, mettons, un livre de l'innovateur de l'idéal impact, 100 jours. Donc, à chaque jour, tu as comme un petit travail à faire, une lecture. Puis au bout de 100 jours, ben là, tu as pris un projet, puis tu le réfléchis, puis tu amènes donc un impact autour de ce projet-là. Fait que voici donc pour débuter quelques informations sur qui on est. Merci beaucoup, André. Je trouve que c'est une bonne introduction en matière et je pense que je ne sais pas si, je pense que Timothée confirmera. C'est vrai en France et je dirais même que c'est vrai en Europe. Je pense que le vocable d'innovation sociale parfois nous dessert. C'est un peu le bébé dans la famille de l'innovation. Et je suis d'accord, l'innovation technologique, ça dit quelque chose à tout le monde et l'innovation sociale, ça paraît tellement buzz que ça freine. Et ça paraît trop conceptuel et trop buzz, donc peut-être qu'il faut trouver d'autres manières d'en parler, effectivement, des nouvelles solutions à des problèmes émergents, récurrents, enfin, trouver. Donc c'est surtout pour les jeunes, je pense, qui sont, à mon avis, pas du tout informés, et pas du tout au courant. Donc peut-être que cette campagne d'information, on pourra la transférer ensuite en France. C'est voilà une bonne idée de changement d'échelle. Timothée, est-ce que tu aurais des questions à poser à André? Je crois que vous ne vous connaissez pas. Avant de te passer la parole sur ce que tu fais avec les jeunes à qui tu enseignes à Sciences Po Bordeaux et peut-être que tu rencontres sur d'autres terrains de ta pratique. Juste si j'ai une question, parce que j'ai ce privilège-là. Non, ce serait de savoir un peu c'est quoi les types de projets. Est-ce qu'il y a des exemples un peu concrets qui sortent de l'incubateur pour qu'on visualise justement ce à quoi ça peut correspondre? Oui, nous, quand on fait une cohorte qui dure 5 mois, on sélectionne une vingtaine de projets qu'on va accompagner. Je vais vous en donner 3 exemples rapides. Il y en a cette année, les gens ont fait leur présentation en juin, donc c'est assez récent. Fait qu'il y a un duo qui a développé, ça s'appelle la trousse Okazu, une trousse éducative pour les premières menstruations vécues chez les filles. Il y avait comme un trou, comment ça, tout le monde passe par ça, la moitié de l'humanité passe par ça, puis comment ça se fait qu'il n'y a pas d'outils autour des menstruations? Fait que les autres, ils ont dit, il y a un besoin non répondu, on va faire de quoi autour de ça.
J'avais aussi un gars qui a développé un projet qui s'appelle Explore, que lui, c'est un programme de plein air pour les jeunes, plutôt en milieu défavorisé. Il disait qu'il y a des jeunes, notamment dans la ville de Montréal, qui n'ont jamais eu d'expérience avec le plein air, avec la nature. Donc, leur faire vivre, on part 3, 4 jours faire du canot en randonnée. On est un pays de lacs et de forêts, le Québec. Donc, à travers une expérience comme ça marque. C'est comme quasiment un rite de passage, hein, aussi. Puis, les rites de passage dans nos sociétés, il y en a de moins en moins, parce que beaucoup la religion occupait. Puis, un dernier exemple de projet d'incubateur. Créatrice contre-courant. Donc, c'est une femme qui a une sensibilité sur l'art et le social et qui veut développer donc un programme de l'estime de soi des jeunes filles adolescentes qui ont peut-être des familles dysfonctionnelles ou des parcours difficiles. Donc, le fait de passer par l'art, l'expression, puis ça développe la fierté, l'appartenance à un groupe, puis des moments, des expériences qui sont marquantes. Il en suffit des fois, une de ces expériences-là, quand on est plus jeune, qui viennent tracer la voie, ou quelqu'un qui te dit enfin, j'ai confiance en ton potentiel, tu mérites ta place. Se faire dire ça, ça peut être significatif. C'est un peu ça qu'elle veut faire dans le cadre de son projet. Merci André, merci beaucoup. On va peut-être voir justement alors une autre catégorie de jeunes. Timothée, à Sciences Po, dans le cadre de ce master en innovation sociale, ce sont donc des étudiants qui sont déjà en 4e année. Je ne sais pas si c'est un master pro ou s'il n'y a que des gens en formation initiale. Oui, celui-là, oui. Parce qu'on en a deux. On en a un autre en formation continue, mais qui est séparé. D'accord. D'accord. Donc là, essentiellement donc des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle ou très peu à l'occasion des jobs d'été. Donc, c'est quoi en fait leur motivation principale, vers quoi ils se dirigent, qui sont ces jeunes et comment est-ce que tu pourrais les caractériser peut-être par rapport à ce qu'on a pu comprendre de la population qui est celle de la Maison pour l'innovation à Montréal? Oui, on a donc pour ce qui nous concerne, c'est un master qui a 12 années d'existence, qui avait été créé par Robert Lafaure, ancien directeur de Sciences Po Bordeaux et grand juriste. Dans l'idée, au départ, c'était un master orienté sur les politiques sociales, hein, et il avait transformé ce master en master développement des entreprises d'économie sociale et solidaire. Enfin, c'était ça le titre au départ. Et puis ensuite, on a fait changer le titre à peu près au moment de la loi ESS. Et c'est là qu'on l'a intitulé Économie sociale et solidaire et innovation sociale. Pour expliquer. Et là, je regardais récemment, d'ailleurs, dans le paysage du marché, entre guillemets, c'est pas un marché très concurrentiel, mais dans le marché des masters ESS, on est un peu les seuls, enfin il n'y en a pas beaucoup qui mettent le terme innovation sociale en avant en fait, hein. J'ai remarqué ça très récemment à vrai dire. J'étais surpris même, mais bon, voilà. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, on avait débattu avec Robert Lafaure parce que lui voulait l'appeler utilité sociale parce qu'il était juriste. Alors, la notion d'utilité sociale lui parlait plus. Puis je lui ai dit non, non, innovation sociale, ça va ramener davantage de monde. Donc, voyez, déjà, on était dans par rapport au débat de tout à l'heure, est-ce que c'est un terme attractif ou pas? Bon, après, le fait que ce soit un terme peu connu, j'ai envie de dire tous les termes qui sont liés à l'économie sociale et solidaire sont peu connus, hein, donc ça, c'est pas spécifique à l'innovation sociale. Et ça tient juste, je voulais rentrer par ça peut-être, et ça tient à deux choses. La première, c'est que c'est une vulgate qui est construite par et pour l'ESS pour aussi créer une communauté d'action, hein, donc il y a aussi quand même un enjeu interne à l'ESS, mais avec ce problème que souvent on a le sentiment d'une forme d'entre-soi langagier, hein. L'entre-soi n'est que langagier, je pense, dans l'ESS, contrairement à ce qu'on pense, mais par contre, il est très fort dans le domaine langagier. Voilà, donc il y a des idiomes de l'ESS, voilà, hein, ça c'est effectivement, et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé, il y a 2 siècles, c'était pareil. Donc, il y a pas, voilà, donc il ne faut pas s'en étonner. Par contre, après, il y a un deuxième aspect, c'est que il y a un déficit d'éducation et de reconnaissance de ces termes par les institutions. Donc, certes, c'est reconnu dans la loi, l'innovation sociale est définie dans la loi, d'ailleurs de manière assez imparfaite, à vrai dire, dans le cas français, hein. Je trouve que les définitions québécoises de ce point de vue sont bien plus intéressantes. Mais en tout cas, bon, ça a le mérite d'être défini. Par contre, derrière, personne ne l'enseigne. Voilà. Donc ça, c'est quand même effectivement un élément. Ça, dans l'éducation nationale, etc., ce n'est pas enseigné. Et dans le développement
développement économique, ce n'est pas reconnu non plus. Je veux dire, à part quelques appels à manifestation d'intérêt, appels à innovation sociale, il n'y a rien sur le sujet. Ce n'est surtout pas reconnu dans le cadre du crédit d'impôt recherche. On a un rapport, là, Le Monde en témoignait ce matin, qui paraît sur les aides aux entreprises. Évidemment, l'innovation sociale n'est pas du tout concernée par ça, hein. Donc, il y a des milliards qui sont donnés, mais des dizaines de milliards, voire plus même, mais certainement pas pour l'innovation sociale. Donc, il faut aussi avoir en tête ces éléments-là. Donc, parfois, si on n'est pas reconnu, c'est peut-être d'abord parce qu'en fait, si on n'est pas connu, c'est d'abord parce qu'on n'est pas reconnu aussi. Voilà, il faut quand même avoir en tête cela. Et ça tient aussi au caractère minoritaire de l'ESS, hein. C'est-à-dire que c'est une économie voilà, un peu émergente, faite aussi par des groupes populaires, faite par des femmes. Et donc, pour ces raisons-là, eh bien, c'est moins reconnu. Voilà. Donc, il faut aussi se le dire. Alors après, maintenant, pour mes publics, entre guillemets, donc pour ce qui est des étudiants de Sciences Po Bordeaux, moi, je pense, il y a effectivement ce qui a été dit sur les nouvelles aspirations des jeunes, on les retrouve, hein. Tu citais les enquêtes IFOP tout à l'heure. Je pense à Frédéric Dabi qui fait des enquêtes, hein, aussi sur ces sujets. Il est sorti un livre il n'y a pas longtemps, hein, voilà, sur ces sondages. Bon, où on voit effectivement des mutations qui se retrouvent d'ailleurs, à vrai dire, pas que chez les jeunes, mais de manière plus marquée chez les jeunes. Voilà. Oui. Dans le rapport à l'entreprise, qui tiennent principalement au fait qu'il y a une dédifférenciation des sphères professionnelles et personnelles. Au fond, voilà, ce qui explique aussi qu'on veut s'engager au travail, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a plus, c'est pas quand on rentre chez soi, on tire le rideau, hein, pas totalement. Et à l'inverse, quand on est dans l'entreprise, voilà, on n'a pas remisé sa personnalité au placard non plus. Donc il y a un peu ça qui joue. Il y a, puis ça se joue aussi sur les calendriers, le fait qu'on veut faire plus de télétravail, des aménagements horaires, des choses comme ça. Donc il y a cela qui se retrouve. Il y a la question du fonctionnement collectif, c'est-à-dire les jeunes sont aussi très attentifs à avoir des fonctionnements collectifs. Donc là, on retrouve aussi ces questions d'innovation sociale, hein, dans l'entreprise. Dernier point, ils sont évidemment plus sensibles aux engagements, notamment sociaux et environnementaux. Voilà. Alors après, il peut y avoir des différences, hein, entre les classes sociales. Par exemple, dans son enquête, moi j'avais été frappé par le fait que la question du féminisme est très clivante, hein, y compris du point de vue des classes sociales. Voilà. On voit bien que hein, pour certaines classes populaires, c'est pas si évident. Voilà. En tout cas, ça progresse, hein, mais c'est pas évident. Voilà. Donc sur des questions comme ça, ça peut jouer. Donc voilà. Bon, donc c'était quelques remarques comme ça. Et donc ça, on le retrouve évidemment au niveau de nos étudiants. Alors mes étudiants à moi en ESS, évidemment, il y a les étudiants Sciences Po lambda, on va dire, c'est-à-dire les bons élèves de l'école, donc c'est-à-dire en fait les fils de profs, hein, voilà, bon, donc j'en ai, évidemment. Il y a voilà, donc des étudiants, on va dire, qui n'ont pas de problème, qui peuvent avoir un capital culturel assez élevé, etc. Mais après, moi, j'ai la double spécificité, d'une part, d'accueillir, parce qu'on a un IEP qui est assez ouvert, on va dire, sur les questions d'égalité des chances, etc., qui arrive à bien recruter, on va dire, voilà, être un vrai porteur, un vrai vecteur de mobilité sociale. Donc, il se trouve que du coup, ces étudiants-là viennent parfois plus chez moi, hein, donc il y a cette dimension-là, parce qu'ils se retrouvent aussi dans la question sociale et dans les combats qui y sont liés. Et puis, j'ai aussi un recrutement externe important, donc je recrute souvent des gens qui viennent de licences de l'extérieur, hein. Et donc là aussi, je peux avoir des profils beaucoup plus diversifiés. Cette année, par exemple, j'ai des gens qui ont fait IUT carrière sociale, hein, qui ont été jusqu'à la licence et qui voient dans la possibilité de venir dans le master une voie de promotion sociale, hein, voilà. Donc on a des publics, voilà, plus hétérogènes, on va dire, que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Donc, je le signale aussi. Deuxième aspect, beaucoup de femmes, hein, ça tient au fait. Alors, il y a au moins deux raisons à ça. C'est d'abord, on est dans des matières sciences humaines et sociales, donc bon, par définition, c'est plus féminin. En plus, c'est les bons élèves. Je trouve que c'est plutôt des filles, hein, voilà. Et troisième point, en plus, j'ai mis le mot social partout. Donc, il y a social et solidaire et innovation sociale. Donc, autant vous dire que ça attire les filles. C'est très genré aussi, il ne faut pas se mentir. Donc, il y a aussi cet aspect-là des choses. Voilà. Donc, on a un public aussi très féminin, hein, voilà. Et dernier aspect peut-être caractéristique qui me semble par contre assez majeur, même si on le dit rarement, ce sont des gens qui sont socialisés à l'engagement. Très souvent, alors c'est pas, mais c'est très majoritairement, j'ai des gens qui ont eu des parcours auparavant, des expériences notamment associatives, hein, voilà, ils se sont engagés dans le caritatif, dans l'éducation populaire, voilà, en particulier, hein, ça va être ça. Parfois, c'est même des trucs, enfin, éducation populaire, ça peut être le scoutisme, hein. J'ai des gens, ça peut arriver, j'ai des gens qui viennent, vous voyez, des milieux catho-sociaux avec des
des logiques un peu comme celle-ci. Bon, donc vous avez voilà, une pluralité de formes d'engagement. Et dernier aspect au plan politique, c'est vrai qu'on a un IEP, la conscience politique des étudiants aujourd'hui, comme dans tous les IEP d'ailleurs, est plus marquée à gauche, on va dire. Donc ça se retrouve d'autant plus évidemment dans un truc où il y a marqué social et solidaire. Voilà. Donc il y a de la diversité politique, mais quand même ça tire d'un côté, on va pas se mentir. Donc il y a cette dimension-là qui joue aussi, hein, forcément, dans le type de rapport au savoir, dans plein d'aspects. Hein, voilà. Donc voilà pour les publics. Et dernier aspect peut-être pour répondre sur les causes, donc qui sont les leurs, hein, puisqu'on évoquait ça. Oui. Moi, les causes, pour moi, il y en a 3, hein, donc qui ressortent de manière très systématique. Alors, il y a eu évidemment la vague, tout ce qui est transition écologique, c'est assez partagé, hein, dans ce public-là. Là aussi, ça peut être socialement différencié d'ailleurs, hein. Mais nous, de notre côté, j'ai envie de dire, bon, pour des raisons à la fois sociales, mais aussi politiques, liées au profil que j'ai indiqué, on est sur des gens qui quand même sont très conscients, enfin voilà, des questions écologiques et très mobilisés par ça. Donc ça se retrouve, mais il fut un temps où c'était peut-être plus fort, c'est-à-dire il y avait un primat de la question écologique à certains moments, Ouais. hein, on voyait ceux qui arrivaient du lycée, les marches pour le climat et tout ça. Ça, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai là. Et là, on a des gens qui sont donc toujours tout à fait conscients, mais qui mettent quand même la question sociale devant. Donc moi, je le remarque quand même, la question sociale qui est très forte, avec des questions derrière en termes de... Beaucoup, ça va être la précarité, l'extrême précarité, donc on va avoir des choses comme ça, la pauvreté, enfin, bon, ce type de social-là, on va dire, et un social aussi très éducation populaire. Hein, ça, c'est le côté bons élèves. Ils adorent, donc ils disent, voilà, il faut que chacun finalement puisse s'émanciper aussi par l'école, par l'accès au savoir, par la connaissance. Enfin, voilà. Donc il y a un peu quand même ce truc-là de se dire, ben, moi j'ai cette chance-là et je souhaite la partager avec les autres. Hein, donc ça se retrouve aussi. Et puis dernier aspect, peut-être, qui est très important au vu de notre public, à la fois, je dirais, féminin et politisé, c'est le féminisme. Hein, pour le coup, moi, il est très, très présent. Alors, moi, typiquement, vous voyez, chaque année, on a une association féministe à Sciences Po, hein, qui est très connue, qui s'appelle S'exprimons-nous, bon, qui a beaucoup d'actions très intéressantes, qui, pour le coup, mène des combats importants depuis longtemps. Et cette association, il se trouve que toutes les présidentes passent, en fait, voilà, chaque année par le master. Voilà. Donc, c'est une filière de recrutement, sans que je le souhaite. Hein. Enfin, je sais pas que je le souhaite pas, mais ça se fait. Voilà, j'y vais pour rien. Et c'est très bien ainsi. Mais voilà, donc c'est aussi des thèmes du coup qui se retrouvent très 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 fortement. Hein. Donc féminisme et puis genre, hein, plus généralement d'ailleurs, parce que après il y a toutes les questions autour des réflexions sur le genre. Voilà. Donc on va retrouver vraiment pour moi ces trois dimensions, hein, qui vont être très marquées dans leurs engagements. Merci, c'était dense, hein, c'était très comprehensive, comme on dit en anglais, très complet. Je confirme effectivement qu'à travers ce que j'ai lu aussi, là, depuis un an, ça décroche très sérieusement et la préoccupation sur les sujets environnementaux, malheureusement, perd la pole position et passe en second plan, ce qui, au vu des changements climatiques qu'on vit, est un peu étonnante. Je voudrais repasser la parole à André parce que très clairement, vous êtes un peu quand même à deux bouts de la chaîne. Et il y a une chose que tu m'avais dite, André, quand on s'était parlé, quand on avait échangé, qui était que la Maison de l'innovation sociale, elle vient un peu combler un manque justement de sensibilisation, mais de formation en général sur l'innovation sociale, parce que c'est pas peu pris en charge au niveau universitaire au Québec. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de vous avoir tous les deux parce que vous n'avez pas les mêmes publics. Oui, ben tout à fait. Il n'y a pas, je trouve, beaucoup d'offres universitaires autour de l'innovation sociale. Il y a HEC Montréal qui font un diplôme de deuxième cycle là-dessus. Sinon, je pense que c'est à peu près ça. Des fois, des formations, mettons, sur une journée ou deux qui sont offertes, mais moi, j'ai toujours trouvé que les universités sont un peu 10 ans en retard sur l'actualité puis les besoins en termes des nouvelles tendances qui émergent. Dans ma vision idéale, ça ne devrait pas être ça. L'université devrait être en avant, là, mais c'est un constat que je fais. J'ai été moi-même, j'ai enseigné à l'université du Québec à Montréal. J'enseignais les cours d'animation puis de créativité. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Mais c'est des grosses institutions qui sont, je trouve, lentes à bouger.
puis qui répondent peut-être pas autant, en tout cas, moi, je l'espérais, aux besoins émergents de la société. En tout cas, j'aurais cet appel ou cette vision d'avenir pour qu'ils se saisissent. Puis là, ils sont de plus en plus confrontés, les universités, à devoir s'ajuster parce qu'avec tout l'événement du virtuel depuis la pandémie, ben là, tu peux suivre des formations diplômantes un peu partout sur la planète. Donc, ça peut peut-être mettre une certaine pression sur nos universités québécoises de dire, ah, il faut se diversifier et il faut peut-être te proposer des programmes qui sont plus à l'avant-garde. Certes, alors néanmoins, le milieu universitaire que j'affectionne aussi beaucoup, il n'est pas forcément le lieu d'épanouissement et de formation de tous les jeunes. Moi, je suis parent. C'est le cas parmi mes enfants. J'ai tous les extrêmes. J'en ai une qui réussit très bien et l'autre, c'est une catastrophe. Le milieu scolaire, le monde scolaire, cette façon d'apprendre, c'est pas du tout son truc. Ils ont tous les deux des compétences, du potentiel, etc. Et donc, c'est un peu le reflet de plusieurs catégories de jeunes. Et ce qui me semble intéressant avec justement ce que vous faites aussi, j'aimerais bien que tu puisses nous parler un peu du profil de ces jeunes qui arrivent, parce que peut-être que l'innovation sociale aussi, il y a une forme c'est ce que moi je peux percevoir parfois dans mon boulot, dans mon réseau au niveau européen, une forme d'élitisme, comme si ça devait être forcément des projets hyper complexes et très très compliqués à monter, qui nécessitent d'avoir un réseau, un collectif, des compétences juridiques, etc., etc. Et peut-être que il y a dans les entreprises socialement innovantes, donc on va penser aux entreprises sociales, mais pas que, des réponses à des besoins sociaux qui sont à taille humaine et qui sont probablement, qui peuvent être portés par des jeunes qui croient plus trop en eux et peut-être qu'on croit plus trop en eux non plus et peut-être que justement il y a ce trou-là, je ne sais pas comment l'appeler, cette phase-là, cette partie de la population jeune qui pourrait sans doute trouver une source d'épanouissement individuel et d'utilité, ce qui est aussi très gratifiant quand on est jeune. Donc, c'est qui les jeunes que vous avez, André? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce qu'il y a des différences après? On en parlera. La question suivante que j'aurais vous poser, c'est comment est-ce qu'on accompagne? Est-ce que c'est différent d'accompagner et de soutenir ces populations jeunes avec des profils différents? Oui, ben, tu sais, je peux comprendre que l'université peut être c'est un parcours, mais que ça ne satisfait pas tout le monde. L'impression aussi, tu sais, dans notre culture nord-américaine, québécoise, il y a un côté très pragmatique quand même qui est important. Puis des fois, l'université est davantage théorique que pragmatique, donc répond pas à des gens qui veulent être plus terrain. Et comment ils vont chercher à ce moment-là un autre type d'accompagnement? Mais nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est par l'entrepreneuriat. Puis nous, on est beaucoup dans l'entrepreneuriat plus social à cause de notre mission. Et puis moi-même, comme parcours de jeune, quand j'avais 20 ans, je me dis, moi, je veux faire un travail qui colle à mes valeurs. Ça a été long de trouver quelque chose, puis j'ai dit, je vais créer mon entreprise parce que l'offre qu'on me proposait n'était pas très grande. J'avais peut-être cette fibre entrepreneuriale-là qui a fait en sorte que j'ai démarré mes propres entreprises. Mais qu'on voit souvent ça, donc, dans notre programme d'incubateur civique qui rejoint beaucoup les jeunes, en disant, ben, OK, ben là, je prends un temps d'arrêt, j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis des années. Là, j'ai une occasion d'être accompagné pendant 5 mois. Donc, c'est environ un travail de 7 à 10 heures par semaine. Donc, je ne suis pas à temps plein là-dessus, mais je me donne ce temps-là pour approfondir mon projet. Puis moi, je le vois que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours nécessairement tu développes ton projet puis tu vas le faire pendant les 30 prochaines années. C'est souvent des fois comme un transit. On peut faire ça pendant une année ou deux. Puis des fois, des entreprises ou des associations t'amènent à être connu dans ton secteur d'expertise, puis ils viennent te chercher après. Ils disent, ah, OK, ben là, nous, on aimerait ça avoir ton profil dans notre organisation.
Fait que, donc, tu dis, ben, parfait, je vais le faire. Des fois, tu vas travailler 2, 3 ans dans une organisation. Après ça, tu veux revenir à une pratique plus autonome. Fait qu'il y a un peu ce parcours-là. Tu sais, on n'est plus dans un Le travail, une linéaire et vie. le... Oui, oui, oui. Puis j'ai l'impression que chez nous, c'est encore plus facile, ce changement-là de carrière parce que peut-être moins des hiérarchies, puis on va valoriser plus on me pose jamais des questions en entrevue sur ma scolarité. On fait OK, check, il l'a fait, il a son minimum, mais on va plus me poser des questions sur plus pratique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mes réalisations? Puis si je veux aller dans un autre secteur, puis j'ai une motivation. Bon, ça va être un peu difficile au début de faire ses marques, de créer son réseau, mais c'est possible. Fait que nous, on voit beaucoup ce travail-là d'accompagnement des jeunes qui passent par notre incubateur, puis après ça, ils vont avoir une expérience concrète, puis on va les voir des fois 10 ans plus tard, puis un peu tout le cheminement qu'ils ont parcouru. Puis on va avoir des fois comme juste un peu une étincelle, un déblocage qui va faire Ouais. en sorte qu'ils vont prendre leur élan. Fait que ça, je trouve ça important d'offrir cet espace-là, de dire on croit à ton potentiel, tes idées sont bonnes, mais comme toute idée, elle a besoin d'être structurée, validée, testée, va rencontrer des partenaires. Des fois, toi, tu tombes en amour avec ton idée, mais tu n'es peut-être pas le premier à y avoir réfléchi. Va te confronter au terrain, ajuste là ton idée, développe-la plus en profondeur. Puis après ça, tu vas avoir une solution plus mature à proposer. Fait que je trouve que c'est un rôle qu'on fait à la Maison de l'innovation sociale qui est important, puis que l'université offre pas. Donc, des jeunes qui veulent avoir ce tremplin-là, ben souvent vont passer par chez nous. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, Timothée. Euh, de votre côté, du coup, quand ils s'inscrivent dans ce master économie sociale et solidaire et innovation sociale, je ne sais pas laquelle des deux parties du titre du master les attire le plus. J'imagine qu'ils découvrent pour beaucoup l'innovation sociale quand ils arrivent au niveau du master, mais ceux qui s'engagent un peu plus, ceux qui sont accrochés par l'innovation sociale, euh, André nous donnait des exemples de projets. Est-ce que tu en as vu justement, on parlait de reconnaissance de l'innovation sociale, ça passe aussi par les gens qui l'incarnent et qui la portent. Donc, est-ce qu'au sortir du master qui existe depuis une petite décennie, il y a des étudiants justement qui ont pu persévérer, soutenir l'innovation sociale, je ne sais pas comment, en montant des incubateurs, en montant leurs propres projets. Est-ce qu'il y a des exemples de ce type? Oui, oui. Alors après, il faut avoir en tête peut-être deux choses. Alors il y a effectivement le master lui-même. Mais ce qu'on a fait, c'est que le but, c'est pas qu'il y ait qu'un master en fait à Sciences Po Bordeaux, et y compris de fait, alors ESS et innovation sociale plus les deux ensemble, de toute façon, ça attire pas forcément en tant que tel, hein, donc c'est une des difficultés d'ailleurs. Donc pour qu'ils soient attirés, il faut qu'ils mettent justement, qu'ils aient en tête ce qu'il y a derrière. Hein, donc, Ouais. et même avec des cours, ça suffit pas. Donc ça suppose aussi d'avoir des cours, mais aussi de la pratique et de bien connecter les deux, et puis de rajouter à ça en réalité c'est presque un recrutement militant en fait. Ils se passent la main, ils se disent bon bah tiens tu devrais aller là. Enfin voilà. Donc il y a un peu ce truc-là et ça vaut d'ailleurs tant en interne qu'en externe. Hein. Moi je le vois parce que même ils se passent le mot pour se recruter de l'extérieur aussi. Donc il y a un peu ce phénomène-là moi. Hein. Ça fonctionne beaucoup finalement à des logiques d'engagement en fait. Mais, mais pour nous, le master, ça a été, donc on a créé ça en premier, mais derrière, on a fait en sorte d'irriguer en fait l'ensemble de Sciences Po avec ces logiques-là. Donc typiquement, on a créé en troisième année, bon là ça va passer en deuxième année, mais peu importe, un petit cours. Alors il y a un cours obligatoire pour toute la promo d'entrepreneuriat collectif, où derrière, en fait, ce sont des projets d'innovation sociale. Alors au début, on avait dit on va appeler ça on va dire, on va parler d'entrepreneuriat impact. C'est pour essayer d'orienter le truc tranquillement vers l'ESS, mais sans trop l'assumer, histoire de pas avoir l'air de bon. Et en fait, on s'est aperçu que de toute façon, tous les projets des étudiants étaient des projets associatifs, en fait. Donc, ou de type associatif. Donc, avec, ça va, c'est des choses du ramassage de mégots je sais pas, des solutions en matière de vélo pour protéger les vélos, pour encourager les gens à le prendre, enfin, ou
ou à des actions pour l'éducation dans les milieux carcéraux, en passant par l'accueil de migrants. Enfin, bon, donc ça peut être extrêmement Ouais, diversifié, hein, voilà. Donc, ouais. ou à des documentaires qui vont traiter de la question de la place des femmes dans la société. Enfin, j'en sais rien. Mm. Ça peut être extrêmement large, voilà. Donc ça va être plein de projets comme ça. Donc ça, ils ont une journée où ils font que ça et ils doivent imaginer un projet. Et puis à l'issue de ça, ils ont la possibilité de monter le projet, enfin celui-là ou un autre, sur l'année complète. Soit ils font ça, soit ils font un mémoire. Alors du coup, ils choisissent de plus en plus, à vrai dire, de faire ça. Ils préfèrent largement l'action finalement à des recherches plus académiques. Donc ça rejoint par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Donc sur le rapport à la formation. Donc ils vont sur des projets comme ça et ils sont accompagnés pour ce faire, pareil, sur une année. Et là aussi, on est sur des projets qui sont 100% sur transition écologique ou questions sociales, quoi, hein. Donc, et de type associatif. Alors, soit ils trouvent une asso avec qui ils le portent, soit ils créent eux-mêmes l'association. Bon, l'idée étant plutôt qu'en général, ils essayent d'aller vers des structures existantes pour éviter de démultiplier les modes d'action et aussi de fragmenter les financements, etc. Donc, il y a un peu cette logique-là. Donc, on les accompagne. Et puis après, il y a le master lui-même. Et dans le master, donc, ils ont des cours, évidemment, ils ont des cours qui sont faits, qui sont assurés par des professionnels, hein, sur l'innovation sociale ou sur plein d'autres sujets, impact social, coopération territoriale, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans le champ de l'ESS. L'innovation sociale, c'est pris en charge par une coopérative que vous devez bien connaître, c'est Helix, hein, Oui. qui porte ça. Et l'impact, c'est Atis, hein, qui est notre incubateur d'innovation sociale. On a réparti le truc un peu à l'inverse, mais enfin voilà. Donc on a fait ça comme ça, donc Mhm. au niveau des professionnels. Et ensuite, ils ont évidemment des petits exercices, hein, en lien avec tout ça, hein, dans le cadre de ces cours. Mais surtout, à côté, ils ont deux choses. Ils ont d'une part l'apprentissage. Donc eux, ils font un apprentissage en 5e année. Donc voilà, on a 4 masters qui sont ouverts à l'apprentissage et le premier d'entre eux, ça a été celui sur l'ESS. Toujours dans cette logique, on a toujours défriché en fait au sein de l'IEP, hein, les nouveaux sujets. Donc ça a été vrai aussi pour l'apprentissage et on a 100% d'étudiants en apprentissage, hein, depuis 5 ans, sachant qu'on les Oui. recrute avant qu'ils aient leur offre d'apprentissage, hein, je précise. Donc ça veut dire Mhm. qu'ils trouvent, voilà. Donc, C'est ça, donc ouais. voilà. Et ensuite, deuxième aspect, ils ont créé eux-mêmes leur propre coopérative. Donc ils ont créé une coopérative étudiante qui est une SIC. Hein, donc, Comme ici à Montpellier. Ouais. voilà, exact. Oui, tout à fait, parce qu'il y a Oui, Delphine, il y a un petit Universique. réseau et Delphine Valade Mm. est dans le truc aussi, voilà. Mais nous, alors, c'est quand même des différences, puisque nous, c'est vraiment un projet porté pas que par les étudiants. Alors, moi, je suis, on va dire, au CA, mais enfin, j'ai une réunion tous les 4 mois, quoi. Mais en fait, c'est eux qui gèrent vraiment ça, et on l'a intégré à la maquette de cours, où ils ont des accompagnements qui sont faits. Du coup, c'est des modules, c'est des cours, hein, c'est des heures de cours, mais en fait, c'est des accompagnements. Mais c'est dans la maquette, c'est reconnu, il y a des points CTS en face, beaucoup d'ailleurs, enfin bon, voilà. Et c'est Mm. accompagné, ça c'est géré par la directrice de la CRES, hein, donc Mélanie, qui est quelqu'un de très bien, qui vient du mouvement coopératif aussi et qui fait elle-même finalement cet accompagnement-là. Donc ça c'est intéressant. Et eux, ils font des prestats pour des partenaires extérieurs, hein, donc pas cher, hein, mais pour des gens de l'ESS ou du secteur public, hein, sur des projets qui Ouais. relèvent de l'innovation sociale. Donc ils peuvent aller Ouais, sur c'est des un peu le projets même là modèle aussi. alors. Ouais. Ouais, tout à Mais fait, ce qui donne voilà. une première expérience effectivement Ce qui de donne une terrain. expérience, mais avec ce truc de, ils gèrent en plus une entreprise, vraiment. Et d'ailleurs, Ouais. l'élément qui est novateur et qui pour eux est le plus fondamental, c'est pas tant les projets, les expériences, enfin les prestations de conseil qu'ils réalisent, c'est C'est la la gestion de gestion de la l'entreprise. Voilà, coopérative. c'est Ouais. la gestion de la coopérative, les questions de gouvernance. En plus, ils font une élection sans candidat et tout. Enfin bon, c'est totalement horizontal, c'est l'autogestion intégrale. Bon, donc du coup, c'est aussi une culture démocratique particulière, mais voilà, très, très intéressante. Donc c'est intéressant pour eux. Voilà, ils ont un peu tout ça. Et derrière, évidemment, bah, ils finissent tous, ou quasi, dans l'ESS. Bon, parfois, il y en a un ou deux qui vont finir en collectivité, ou alors ça peut arriver très exceptionnellement dans un département de RSE d'une entreprise, mais voilà, ça va être essentiellement des milieux associatifs et coopératifs, un peu mutuels. Fondations maintenant, j'ai beaucoup de gens dans les fondations, mais ça on voit la montée en puissance des financements, enfin des fondations, hein, sur le financement de l'ESS de toute façon, donc c'est pas illogique qu'ils aillent là-dedans, et qui financent Mhm. souvent des projets qui relèvent de l'innovation sociale. Donc tout ce qu'ils font, de toute façon, j'ai envie de dire, dans leur métier futur, c'est en lien, quoi, hein. Ils sont vraiment sur, il y en a 80% qui travaillent vraiment là-dessus, hein. Je vois qu'Aurélie est en train de mettre les liens en chat. Merci Ouais. Aurélie.
Ouais, non, c'est intéressant. Après, vous avoir écouté tous les deux, je me disais, en fait, c'est quand même, donc il y a cet engagement qui est confirmé, effectivement. Je sais plus, les jeunes participent au moins une fois par mois à faire du bénévolat dans une association. Donc l'engagement qui se traduit par des actions de bénévolat et dans le milieu associatif, il est vraiment là. Mais c'est un peu comme si pour faire court, participer au bien commun et contribuer effectivement à répondre à ces enjeux complexes de la société aujourd'hui qui sont sociaux, environnementaux et économiques, et tout ça est entremêlé et on n'en manque pas malheureusement. C'est un peu comme s'ils étaient, comme si ça pouvait pas être autre chose qu'une contribution à titre individuel et bénévole, et comme si ça pouvait pas devenir un métier, comme si ça pouvait pas être rémunérateur. Et du coup, le pas pour franchir le cap d'une création d'entreprise, d'une création d'activité ou d'un projet économique, quelle que soit sa forme, et ça peut être aussi une association, euh, peu importe effectivement le statut juridique. C'est comme si il y avait une marche très très grande à franchir. Et je reviens à ce qu'on disait au tout début. Euh, En fait, il y a des jeunes qui sont sur le terrain. Je me rappelle au moment de la crise migratoire parce que je travaillais dessus. Et il y avait Singa qui était là et qui commençait. On en a des entreprises créées par des jeunes. Il y a Enercop, il y a Singa. Enfin, on a des exemples, mais elles ne sont pas nombreuses, même si elles sont très belles. Et il y avait ce jeune émigré de deuxième génération qui vivait en Suède, qui était syrien. Et c'était au moment de la crise syrienne. Et lui, à un moment, il dit, mais moi, en fait, j'ai fait des études d'électronique. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et il dit, on a un problème quand on arrive. Le principal outil d'un migrant, c'est son téléphone. Son téléphone, il faut qu'il le charge. La batterie, ça se décharge très vite. Or, il arrive, il va chercher des informations, il va avoir besoin de la carte, il va avoir besoin de tout un tas d'applications qui sont hyper énergivores. Et donc, je vais concevoir avec mes copains une application qui est peu énergivore, donc en noir et blanc, pas de couleur, mais avec plein de langues. Enfin voilà, lui partant de son vécu, il s'est dit, il a créé une petite entreprise qui s'est développée, qui vit bien. Et donc c'est possible en partant effectivement de son vécu propre, de ses compétences, de ses capacités. Ça peut aussi être ça. Quels sont les freins d'après vous? On peut peut-être aussi ouvrir le débat. Je lance la question, mais il y en a peut-être d'autres et vous pouvez en prendre plusieurs. D'après vous, les freins justement pour les jeunes qui sont conscients des défis qui les attendent, qui est leur monde à eux de demain, quand nous, on ne sera plus là, qui sont un peu traumatisés. Moi, j'entends parler de sentiments de lassitude, de résignation, de sentiments d'incapacité tout seul à faire face à ça. C'est quoi les freins justement possibles à se dire, bon, ben, moi, je me lance. À mon échelle, à mon niveau, j'y vais, j'ai une idée, ça répond à un besoin, j'essaye. C'est des problèmes d'ordre financier, d'accès aux finances, d'accompagnement, un manque de compétences, de confiance en soi, et ça peut être différent dans les deux pays d'ailleurs, en fonction de votre expérience. Est-ce qu'on peut prendre peut-être d'autres questions aussi, s'il y a des questions du public? Il fait très Alors, très chaud. alors, je le Ne vous redis endormez pas. Je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de webinaire, vous pouvez, réagir via le chat. Je n'arrive plus à redémarrer ma caméra, mais ça va être possible. Vous pouvez réagir, via le chat ou, poser vos questions dans la boîte Q&R qui est la boîte de questions-réponses. Voilà, mais l'une ou l'autre et on prendra vos questions au fur et à mesure ou on prendra un petit temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, à écrire. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Après les autres, C'est normalement, vrai. se passent très, très bien. Sinon, pour répondre à ta question, Armel, moi, il y a 4 freins qui me sont venus spontanément là, quand tu poses cette question-là, que je veux Ouais. vous partager.
Je pense que le premier frein, c'est la notion de crédibilité. Quand on est jeune, qu'on commence son activité professionnelle, on a des bonnes idées, mais on n'est pas pris au sérieux. C'est Moi-même, je vrai. m'étais lancé à 23 ans, à conseiller en créativité et changement, puis les gens disaient, un jeune de 23 ans qui vient nous parler de créativité et changement, ça fait pas sérieux. Euh, donc, c'est pour ça que la crédibilité vient avec plus de l'expérience. Plus tu fais des projets, plus tu vas la gagner. Plus tu vas avoir des témoignages ou des référencements de gens qui ont dit hey, engagez cette personne-là, elle a une énergie débordante, une créativité remarquable, elle va propulser votre organisation plus loin. Donc, mais ça prend du temps de la trouver, cette crédibilité-là. Puis, Alors, du coup, c'est un peu une voie sans issue. Je rebondis tout de suite. Est-ce que tu as des exemples de jeunes qui, comment on pourrait dire, qui collaborent ou qui s'entourent de personnes plus âgées pour gagner en crédibilité? J'y vais à chaud là, hein. Mais je pense à ça parce que on est jeune, on est jeune. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Les années, elles font 365 jours pour tout le monde. Donc voilà, pas de crédibilité parce qu'on est jeune. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ben, tu sais, quand ils passent, notamment après, mettons, 5 mois, notre incubateur civique, puis là, on leur a fait rencontrer plein d'intervenants internes, externes. Ils viennent d'élargir leur réseau, puis souvent, il y a des connexions qui se passent. Il y a des gens qui, mettons, un formateur sur le leadership résilient, puis là, il y a comme une connexion, puis qui dit, mettons, aux jeunes, ben, hey, moi, j'aime ton projet. Si tu as besoin de le tester ou si tu as besoin d'avoir du feedback, n'hésite pas à m'appeler. Ça, c'est précieux. Tu sais. Mhm. Nous, on les pousse à aller faire des entrevues avec plein d'acteurs, de partenaires du terrain, créer des liens. Des fois, des liens, c'est pas tout de suite activable, là. Tu fais des fois une rencontre, puis Tout c'est à fait. 2 ans plus tard que tu vois Tout à fait. quelqu'un. Hey, je me souviens de toi quand on s'était rencontrés il y a 2 ans, puis là, tu m'as envoyé ton CV, j'avais une bonne image de toi, puis là, ben, je t'ai donné ta chance. Fait que c'est ça, c'est pas un chemin linéaire. Moi, je dis qu'il faut semer plusieurs graines, puis il y en a qui finissent à un moment donné, par grandir. Fait que la notion de crédibilité est un premier frein. Le deuxième, tu sais, tu parlais tantôt, Armel, la difficulté de créer des nouveaux métiers, notamment par rapport à la transition socio-écologique. C'est Mm. pas simple, là, créer des nouveaux métiers, même si on entend la statistique qui dit que 50% des nouveaux métiers dans 5-10 ans sont à créer. Oui, mais moi-même, j'essaie de le faire depuis un an. Là. Je me suis formé en coaching autour des changements climatiques. Puis là, j'ai 30 ans d'expérience là, dans ma vie, puis je lance cette approche-là. C'est pas facile, là. Ça se traduit pas tout de suite en contrat, en mandat, en projet. Fait qu'imagine quand je démarre ma carrière, puis je veux proposer un nouveau métier, j'ai besoin d'avoir beaucoup de persévérance, c'est pour aller au bout, puisque des obstacles, je vais en rencontrer. Mm. Le troisième frein que je vois, c'est la culture d'innovation. Moi, je vois beaucoup Mm. d'organisations, que ce soit des associations, des gouvernements qui vont dire oh, oh oui, nous, nos valeurs, c'est l'innovation. Ah oui. Mais en même temps, des fois, je suis un peu cynique dans le sens que ils disent oh oui, c'est important l'innovation, mais il ne faut pas prendre trop de risques. Fait que là, je dis, ben voyons donc, ça ne fonctionne pas, ça. Comment peux-tu innover sans prendre de risques? C'est impossible. L'innovation pourrait être définie comme une prise de risque. S'il n'y a pas de culture d'innovation dans nos organisations, comment veux-tu permettre à l'émergence de nouveaux talents? Tu sais, parce que je pense qu'un secteur que moi, j'aimerais voir davantage développer, c'est l'intrapreneuriat. Donc, l'intrapreneuriat, c'est de dire, ben, OK, j'ai cette fibre entrepreneuriale, mais ça ne me tente pas. Je n'ai pas l'énergie pour créer ma propre structure. Mais je pourrais travailler au sein d'une asso, au sein d'une ville. Puis là, si j'ai vraiment une culture d'innovation dans mon organisation, on pourrait dire pendant une journée, ben, on te libère pour développer un nouvel outil, un nouveau programme. Fais ça à l'intérieur. Ah, Mm. génial, on me libère du temps. Je n'ai pas à réfléchir au modèle d'affaires puisque je suis déjà intégré dans une organisation. Et pour moi, ça, l'intrapreneuriat, ça serait une façon de vraiment euh, déployer cette culture d'innovation. Je trouve qu'il y a beaucoup dans les discours encore dans nos organisations.
il y a une injonction à innover, mais est-ce qu'on met vraiment, on a une culture organisationnelle qui fait la promotion? Est-ce que nos dirigeants, dirigeantes sont des modèles par rapport à ça? Des fois, non. Trop souvent, non. Non, Fait que développer c'est la pas le culture reflet de la d'innovation, société c'est en un ce vrai moment. frein. Ouais. Puis le dernier que je dirais comme quatrième frein, ben, c'est peut-être le soutien financier. Tu le dis aussi, Armel, quand tu lances ton entreprise ou tu veux, ça veut dire que tu mets peut-être de côté un emploi stable. Puis nous, on a la chance que notre programme d'incubateur, il est gratuit, mais pendant 4-5 mois, tu as quand même un loyer à payer, tu as des charges. Les charges, des frais, la vie, Comment tu vas quoi. faire pour vivre pendant quatre C'est mois? ça. Puis il y a peu de bourses attribuées. Si tu veux faire un projet en intelligence artificielle, il y en a du financement, ça pleut, ça va être facile. Mais comment ça se fait qu'en innovation sociale, il n'y a pas ces financements-là, alors que moi, je suis convaincu que l'innovation sociale, c'est une des réponses aux besoins qu'on a sociétaux. C'est quoi les grandes problématiques qu'on rencontre? C'est la question de l'itinérance, du logement, les changements climatiques, vieillissement de la population. C'est tous des enjeux qui nécessitent de l'innovation sociale. C'est ça que nos sociétés sont confrontées. Et l'innovation sociale est une des réponses à ces enjeux complexes qu'on vit. Mais faut le financer, il faut l'accompagner par ne serait-ce que des fois des financements. On t'aide pendant 3 mois ou 5 mois on te donne le temps de pouvoir vraiment développer tes projets à fond. Et ça manque beaucoup présentement. Je ne pourrais dire mieux, et tu le dis avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de foi. Donc, je vais poser la même question. Timothée, est-ce que de l'autre côté du miroir, j'allais dire, est-ce que depuis ton terrain ou tes terrains, tu fais les mêmes observations en termes d'obstacles et de freins? Qu'est-ce qui est, on en a un peu parlé au début, de façon un peu générale, les freins à l'innovation sociale, l'absence de reconnaissance dans les politiques, de financement, etc. Mais si on descend au niveau des jeunes et de ce décalage, pourquoi il y en a si peu? Peut-être il y a des gens là dans le public qui travaillent dans les incubateurs d'innovation sociale. Je ne sais pas quelle est la part des jeunes, s'il y en a beaucoup ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu es d'accord avec le constat d'André? Est-ce que c'est différent ce qu'il y en a ajouté? Oui, Excuse-moi Timothée, je laisse Timothée te répondre et après on prendra un petit temps. Il y a 2 mains qui se sont levées et il y a une question dans le chat. Merci Timothée. Absolument. merci. Pour moi, il y a deux. Alors, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit, hein, je partage tout à fait. Je ferai peut-être deux ou trois remarques complémentaires. La première, c'est attention à ne pas associer innovation avec création d'entreprise. Je ne crois pas que innovation sociale doit, voilà, nécessairement, hein, parce qu'il y a un peu ce tropisme-là, hein, y compris là dans la manière d'aborder le sujet. Et je crois, et d'ailleurs, André a réagi en disant, mais il y a l'intrapreneuriat, etc. Oui, Bon, je crois que c'est ça qui compte. En fait, ce qui compte, c'est d'insérer tout ça dans des logiques de projet. Après, ça peut déboucher éventuellement sur les entreprises ou pas, hein. Ça dépend des cas, ça dépend s'il y a un modèle économique, parce que bon, le but, c'est aussi dur, hein, par certains côtés de créer une entreprise, et c'est pas forcément souhaitable. Et puis par ailleurs, parfois, il faut être un peu plus âgé aussi pour le faire. Donc, non, non, donc absolument. voilà, il y a aussi, J'ai omis effectivement peut-être de ouais, faire cette précision, Timothée, tu fais bien de le ouais, souligner, que c'est vrai qu'on a mis l'accent ici sur, ouais. sur la création d'entreprises et l'entrepreneuriat social parce que Urscope et Alter Incube derrière. Mais oui, ça peut aussi, l'innovation sociale, être portée par la société civile. Il y a de l'innovation sociale dans l'administration publique. Oui, 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 tu fais Ouais, bien dans de le les souligner. associations, etc. C'est pour Tout ça à fait. que c'est important parce que par rapport aussi à ce que tu évoquais tout à l'heure, à juste raison, en disant oui, mais c'est pas accessible à tous, on demande des trucs, c'est très techno et tout, mais c'est aussi lié à l'approche économique. Et c'est, enfin, en partie, hein, voilà, on peut en avoir une autre approche, mais c'est aussi un peu lié. Donc c'est pour ça que je me permettais de faire cette incise pour dire, voilà, il y a aussi différentes formes d'innovation sociale, Oui, merci. Ouais. voilà, différentes sources, mais je sais qu'on est d'accord là-dessus. Donc ça, c'était peut-être pour le rappeler, parce que aussi, moi,
étudiants, mais je pense que c'est pas que mes étudiants. Alors moi, c'est pas une école de commerce, attention, hein, on n'est pas... Voilà, il y a des IEP qui fonctionnent comme des écoles de commerce, dont je ne citerai pas les villes, mais en tout cas, en général, c'est au centre du réseau étoilé. Mais après, il y a des IEP qui ont un autre fonctionnement et donc les étudiants ne sont pas du tout dans les logiques d'école de commerce à vouloir créer des boîtes, en fait. Ils sont pas du tout là-dedans. Nous, c'est des étudiants qui sont en sciences humaines et sociales et qui, en fait, veulent monter des projets. C'est pour ça que c'est plutôt associatif, en fait, l'approche, même si nous, on a créé Oui. une coopérative dans le master, etc. On essaye de les emmener sur autre chose. Mais voilà, donc ça, c'est un premier élément à rappeler. Voilà. Donc peut-être aussi avoir une conception plus large. Et puis deuxième aspect, alors pourquoi les jeunes, c'est compliqué? Moi je crois qu'il y a aussi une question, alors il y a tout ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut de la reconnaissance, c'est-à-dire avec derrière du temps, de l'argent, de l'accompagnement, enfin bon, tout ce qu'il faut. D'ailleurs quand j'ai argent, c'est pas beaucoup d'argent en général. Alors a fortiori pour ce qui est la tendance innovation sociale associative, ils ont besoin de 3 élastiques et ça fonctionne très bien. Mais ils n'ont même pas ça. Donc c'est vrai que c'est là que c'est compliqué. Voilà. Donc il peut y avoir des freins parce qu'on va pas pour monter des petits projets là, tels que ceux que je décrivais dans le proto-entrepreneuriat collectif tout à l'heure, qui sont une première marche vers l'entrepreneuriat. En fait, ils vont pas aller demander une subvention à la région, quoi. Enfin, donc ou à je sais pas qui. Déjà, le temps qu'ils obtiennent la subvention, ils seront déjà à la fin de l'année, à vrai dire. Donc c'est pas forcément souhaitable. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des outils, voilà, qui soient adaptés. Donc ça, je rejoins et je développe pas parce que ça a été très bien fait par André. Moi, j'ajouterais peut-être un point, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on a un problème au niveau de l'éducation et même l'éducation nationale, au sens où c'est pas du tout conçu dans une optique de démocratisation. Alors il y a eu des mouvements au niveau scolaire qui ont porté ça. La coopération à l'école jusqu'aux années 60 était très dynamique et a été un véritable creuset d'éducation populaire avec la gestion de la coopérative scolaire, avec du coup les enfants qui étaient au cœur de ça et qui pouvaient monter des projets autour. Je pense que voilà, c'est cette culture-là aussi qu'il faut qu'on arrive à retrouver davantage au niveau de notre système éducatif. Moi, je pense qu'il faut coopérativiser l'école en réalité. Voilà, c'est par là que ça commence. Et ça vaut, alors nous, on essaye de le faire, du coup, vous l'avez compris, au niveau de Sciences Po Bordeaux, parce que moi, je suis là, donc je le fais là. Mais il y a un moment, je pense on gagnerait à pousser des réformes de ce type. Ça veut dire, parce que dans les universités, quand même, toutes ces logiques-là, et je pense que ça se retrouve, alors j'ai moins l'expérience de l'enseignement secondaire ou primaire, mais dans l'enseignement supérieur, c'est très net. Tous ces projets-là, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'engagement étudiant, est un peu reconnu. Il y a des dispositifs de validation de CTS, tout ça, mais c'est le truc en plus qu'on met bien invisible. Vraiment, on est obligé de proposer les 2 crédits ECTS. Voilà. Donc voilà, c'est conçu un peu comme ça, quoi. Et quand après, effectivement, les universités cherchent à mimer les écoles de commerce en faisant des incubateurs qui en fait parlent à très peu de monde, avec des méthodes qui ne sont pas forcément liées à l'ESS, et ils prennent pas ce type d'entrepreneuriat collectif-là, alors qu'il est très adapté à la jeunesse, en fait, on se retrouve avec un décalage. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion aussi collective qui dépasse la question des incubateurs et qui doit se travailler, à mon avis, avec le système En éducatif au amont. sens large. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est un bon point. Je crois qu'à vous deux, vous avez quand même fait un bon diagnostic. On essaiera de trouver des solutions. On prend les questions peut-être. Oui, Armel, je te remercie. Il y avait une question de définition, mais c'est vrai qu'on ne se l'est pas posée ou on ne l'a pas posée d'emblée en introduction, qui était jusqu'à quel âge est-on jeune? C'est-à-dire, On est-ce se l'était qu'on est posé jeune? entre nous. Oui, est-ce qu'on est Nous jeune, sommes tous jeunes. est-ce qu'on est jeune de la même façon au Québec, en France ou ailleurs? Voilà, donc il y avait une petite précision et après, j'avais 2 participants qui avaient levé la main à qui on donnera la parole. D'accord. André, est-ce que tu veux répondre peut-être parce que du coup, la question a l'air d'être une question de comparaison entre pays, bien qu'en France, on ait aussi plusieurs façons de définir la jeunesse en termes d'âge, strictement parlant. C'est Ben, par beaucoup. exemple la maison de l'innovation sociale, les jeunes, là, quand vous dites 500 jeunes à l'automne, c'est à quel âge? Ben, chez nous, beaucoup des programmes jeunes, 18 à 35 ans, là, c'est pas mal la fourchette. C'est pas À- mal. Après 35 ans. Puis il y a même la jeune chambre de commerce là, qui a commencé à amener ça jusqu'à 40 ans. Bon, mais bon, généralement, c'est 18-35. Un peu c'est la fourchette qu'on précise. Ouais. D'accord, d'accord. On va bientôt passer de jeunes à seniors sans transition. Puis je dirais peut-être, c'est moi, un des éléments peut-être pour prêcher pour ma paroisse, parce que je travaille beaucoup en créativité.
Moi, je trouve qu'est-ce qui reste, qui nous aide à garder jeunes, c'est être dans des processus de créativité, d'utiliser la créativité dans le cadre de notre travail. Parce que la créativité, ça nous garde alerte, ça stimule notre sentiment de curiosité, d'ouverture à l'autre. Puis quand on est dans cet apprentissage continu, dans cette ouverture, ça garde jeune. Fait que pour moi, ce n'est pas une question d'âge, parce que j'en ai rencontré des jeunes qui ont 25 ans puis qui ont de l'air éteints. Je dirais des fois la Des rage vieux cachés aussi. dans un corps de jeune, tu veux Ben dire? oui. La rage peut être aussi, pour moi, un puissant moteur de changement. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ça m'enrageait de voir comment que les politiques n'étaient pas toujours ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles tendances. Mais cette rage, une fois canalisée, est un puissant moteur de changement, est un moteur de dire, je vais prendre des initiatives. Et ça aussi, ça nous aide à garder jeunes. Fait que je pense que c'est plus une question d'énergie que d'âge. Faut brûler de l'intérieur pour éclairer la nuit extérieure. Je crois qu'on va s'arrêter sur l'âge, parce que je Oui, crois que c'est la meilleure et façon de le donc définir. il y avait Et il y a 2. Pierre Oui, c'est et ça, exactement. Merci dans Armélie. l'ordre, c'est toi qui as l'ordre, Aurélie, Je peut-être, je crois que sais pas Pierre qui. avait levé la main, Pierre Oriot, donc qui est, Bonjour actuel Pierre. directeur de l'Union régionale des SCOP et des SIC, Occitanie-Méditerranée. Pierre, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc j'en profite pour remercier les participants de participer à cet échange. Alors moi je voulais intervenir, mais après c'est pas évident d'intervenir après Timothée parce que grosso modo je voulais un peu dire ce qu'il a dit en mieux certainement. Enfin je pense qu'un des principaux freins c'est un frein culturel et éducatif. Et ça, c'est un frein qui est profond, que si on veut effectivement faire bouger les choses et avoir un système éducatif plus porté vers la coopération et la construction créative collective, voilà, ça mettra du temps, mais le frein, à mon avis, hein, principal est celui-ci, et c'est aussi un frein, enfin, quand je dis culturel, et si on prend l'entrepreneuriat, un frein culturel, enfin, on constate quand même qu'il y a beaucoup moins d'entrepreneuses que d'entrepreneurs. Et ça aussi, ça fait partie de ce bloc. Alors, et aussi, ça joue sur la confiance évidemment en soi. Il faut avoir confiance en soi pour se lancer sur des projets déjà entrepreneuriaux et d'innovation plus largement. Hier, j'étais donc à Nanterre, à la Convention nationale des SCOP et des SIC, avec un moment assez important puisque a été voté le futur texte d'orientation pour la prochaine mandature, hein, qui débutera en 2026. Et il y a deux fortes résolutions qui ont été votées. C'est notamment amplifier l'action qu'on a envers les jeunes, donc essayer d'être inspirant vis-à-vis des jeunes. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en tout cas, il y a une position du mouvement des SCOP et des SIC sur cette question-là, de toucher plus la jeunesse et aussi créer une école de la coopération. Alors ça prendra peut-être pas tout à fait ce nom-là, mais en tout cas, il y a cette idée aussi de passer par la formation et d'essayer d'entrer peut-être par le biais enfin, par le biais des programmes ou en tout cas toucher assez en amont les jeunes de à l'éducation nationale. Voilà. Et si, oui, j'avais aussi une interrogation et je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus, mais c'est comment toucher les jeunes dans les quartiers populaires. Il y a une innovation sociale qu'on ne voit pas, mais qui est plus sur celle qu'a abordé Timothée, là, qui est à mon avis plus une innovation citoyenne. Enfin, moi, je l'appelle un peu citoyenne, mais il y a plein d'initiatives dans les quartiers et qui sont pas évidemment qui passent par les canaux institutionnels du tout, et donc on voit beaucoup moins, mais je pense qu'il y aurait un gros travail à faire dans les quartiers de sensibilisation. Merci. Je vous propose Merci peut-être Pierre. qu'on prenne la deuxième intervention et puis comme ça vous pourrez réagir. Philippe, je crois que Philippe Rajosepha. Oui, pour apporter un témoignage sur l'innovation sociale par le tel aux jeunes, bien entendu, ça rejoint complètement
le cadre qui a été posé par les intervenants. Et en fait, la question en amont, on peut aussi se dire, est-ce que la citoyenneté économique, est-ce que la démocratie, ça parle encore aux jeunes? Quand on voit les taux de vote aux élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient législatives, pire, européennes, donc c'est une inquiétude. On a parlé de ça parce qu'on travaille sur des projets sur le bien vieillir et on voit des taux de vote au-dessus de 80-82% pour les plus de 65 ans. Et quand on regarde ceux des 18-24 ans, 18-25 ans, c'est un petit peu inquiétant. Donc sans citoyenneté économique, sans citoyenneté démocratique, comment s'engager dans l'innovation sociale, ça peut être aussi une question. Pour vous donner quelques chiffres sur, en tout cas, le Terrain Cube Occitanie-Méditerranée, aujourd'hui, dans nos porteurs de projets sociaux, donc on crée des entreprises sociales, mais on crée aussi des associations qui ont une partie de leurs produits d'exploitation liés à des subventions, mais il faut quand même faire tenir l'association. Donc la question économique, elle se pose même pour les associations aujourd'hui, encore plus qu'hier. On a 1% de nos porteurs de projets qui ont moins de 25 ans. Et d'ailleurs, 1% de nos porteurs de projets sont des étudiants. Et on a 25% par contre qui ont entre 25 et 35 ans. Par rapport à la question posée sur c'est quoi être jeune, on a quand même un bon quart de nos porteurs de projets qui sont quand même des jeunes de moins de 35 ans, ce qui est encourageant. Et on a quand même 16% entre 50 et 65 ans. Le gros de la troupe, 57%, ont entre 35 et 50 ans. Donc quand on veut créer une organisation, qu'elle soit associative ou société commerciale de l'ESS, il faut, ou coopérative, il faut, souvent on a quand même des porteurs de projets qui sont matures pour se lancer dans l'aventure. Et quand on regarde un petit peu ce que sortent les projets, comme on a des programmes nationaux comme Pépite, qui existent un peu partout en France, on a très peu de projets orientés innovation sociale qui sortent de Pépite. Et là aussi, il y a aussi des raisons économiques sur la capacité à avoir des modèles qui génèrent un revenu, tout simplement, et qui permettent à des jeunes qui ne sont pas forcément à l'aise financièrement de pouvoir se rémunérer, de pouvoir vivre avec leur activité, qu'elle soit associative ou autre. Et enfin, moi, c'est sur le mot social qu'ont évoqué les deux intervenants au départ, et je suis complètement d'accord avec eux. C'est une vraie question, ce terme social. Enfin, je pense que c'est une vraie question. En tout cas, les deux intervenants l'ont bien mentionné. Est-ce qu'il faut parler d'innovation sociale aujourd'hui? Est-ce que ça parle aux jeunes, le mot social? Le mot social, ça, malgré tous nos efforts, et on en fait depuis de nombreuses années en France, avec la VISE, avec tout un tas de gens, ça renvoie quand même encore aujourd'hui à l'économie de la fragilité. Ça renvoie quand même aujourd'hui en tout partie sur l'économie de la réparation. Aujourd'hui, par exemple, et puis vous avez évoqué la question aussi de la féminisation. Alors nous, on a 60% des porteurs de projets qui sont des porteuses de projets, donc c'est plutôt équilibré. Mais dans certains secteurs comme le bien vieillir récemment, on a une promotion, 90% des porteurs de projets sont des porteuses de projets. Et aujourd'hui, en France, 95% des auxiliaires de vie sont des femmes. Donc beaucoup des métiers du social sont des métiers féminisés. Donc les métiers du social sont des métiers féminisés. Donc innovation sociale renvoie à quelque chose de très féminin et peut-être moins de pluralité au niveau des genres. Voilà, c'est une question en tout cas qui peut être posée sur une évolution de cette dénomination pour que ça parle à tout le monde. J'en ai terminé, merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous... Qui veut commencer à répondre? Donc là, il y a matière. Partagez-vous les tâches. Alors André, on n'entend plus ton micro. Enfin, je crois que ton micro est déconnecté. Voilà. Pardon, je dis, je peux me lancer. Quelques réactions. Je ne peux être qu'en accord avec certaines réformes du système éducatif. Pour moi, quand on parle des compétences clés du 21e siècle, que sont la créativité, la collaboration, la résolution de problèmes complexes, la pensée critique, ce n'est pas nécessairement ces compétences que je vois que l'école enseigne de premier plan. Je ne sais pas ici des gens qui ont suivi des cours de créativité dans leur parcours scolaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Il me semble que c'est une base de créativité. Ça s'applique à tous les métiers, à tout type de situation. Ça serait des cours intéressants à enseigner, notamment à des adolescents qui sont en recherche de concrétude. Moi, j'ai mes propres enfants, ils décrochent un peu du système scolaire parce qu'ils disent on nous enseigne
des choses, puis je ne vois pas comment je peux appliquer ça avec des méthodes d'apprentissage où on apprend du par cœur. Le par cœur en 2025, avec l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche, c'est un non-sens. Mais c'est encore une stratégie d'évaluation et On a les pédagogique mêmes qui est enfants ici. archaïque. Vivement de l'innovation pédagogique qui dépasse ces modes-là. Je m'emballe quand je parle de ça. Après ça, oui, c'est vrai, toucher les jeunes dans les quartiers populaires, c'est une vraie question. Puis ça, c'est une question, même une critique qu'on peut s'adresser aux associations, aux organisations qui travaillent dans ce secteur de l'innovation sociale. Ça demande, c'est tout un travail de développer des stratégies d'inclusion. Ça prend du temps. Si je veux aller faire des interventions puis mobiliser des jeunes dans des quartiers populaires, je dois m'attendre, par exemple, juste au taux d'assiduité. Je vais organiser des rencontres. Je n'aurai pas probablement des gens qui ne seront pas là toujours à mes rencontres. Je dois faire face à cet obstacle-là. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Je dois adapter mes outils. Et puis, ben, si je ne suis pas, mettons, financé pour le faire, on va avoir tendance à les mettre de côté, ces stratégies inclusives, puis à dire, je vais aller chercher les publics les plus faciles à rejoindre. C'est pas simple aller chercher les publics dans les quartiers populaires, mais il faudrait le faire davantage. Puis, dernier peut-être point, c'est vrai que nous aussi, on constate au Québec un taux de vote des jeunes là, qui est vraiment en diminution. Il y a vraiment une fracture générationnelle, des taux de vote à 25-30 % aux élections. Puis j'ai l'impression quasiment que les partis politiques jouent là-dessus en étant très hermétiques. Même si la question écologique nous, dans les dernières élections, on n'en parle plus de ça. C'est comme si, non, c'est pas important. Ça les rejoint, mais des fois, quelques discours, quelques phrases creuses. Fait qu'il y a beaucoup de cynisme. Des gens qui disent, moi, je ne veux pas aller voter, je ne crois plus en ce système-là. Puis c'est quand même dommage parce que c'est beaucoup de personnes, puis ça fait des taux de participation électorale. Puis il y a quelques initiatives pour essayer de regagner, d'amener les jeunes à voter. Puis la littérature a démontré que si tu n'as pas été sensibilisé très tôt, entre 12 et 18 ans, à cette importance de ce geste-là, et pas que, d'avoir une implication, un engagement, le bénévolat peut être une forme, ben, tu risques c'est pas plus tard que tu vas le développer, cette conscience-là d'aller voter. Fait que 3 remarques que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup. J'en ajouterai une, mais je vais laisser Timothée répondre aux interventions et questions de Pierre et Philippe. Oui, il y a peut-être juste pour compléter, mais beaucoup a été dit. Je pense encore une fois que voilà, y compris sur les quartiers populaires. Après, il y a des questions. C'est comment aussi on utilise à mon avis, des ressorts qui relèvent de l'éducation populaire. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre en fait aussi à mettre en place, avant même de parler construction d'un projet d'entreprise, quoi. Enfin, pour une part, on pourra le faire. Je pense effectivement, il y en a. Je vois. Ce que peut faire Singa ou d'autres, effectivement, qui y arrivent bien. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à penser dans l'articulation des deux. Je trouve qu'il ne faut pas. Peut-être qu'il y aurait une réflexion à mener aussi sur cette distinction justement entre l'innovation sociale très associative et très économique. Voilà. Enfin, j'ouvre ça comme ça pour les experts du sujet, mais j'ai le sentiment qu'effectivement il y a peut-être un continuum à travailler un peu là-dessus. Et très souvent, moi je pense aussi que pour les jeunes, en fait, monter un projet, ça peut être monter un projet associatif et c'est ce qui va les amener aussi dans l'emploi. Et ça peut être créer une entreprise ou pas. Enfin, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des continuums comme ça à faire. Et on voit souvent d'ailleurs des projets, des créateurs d'entreprises qui en fait s'arrêtent en cours et parce qu'ils trouvent un boulot dans tout le montage du projet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a sûrement quelque chose à penser en fait de cette manière-là aussi, pour arriver à capter plus de jeunes, avec peut-être certains qui iront au bout, puis d'autres qui trouveront une autre opportunité, mais en fait ce sera bien quand même, quoi. Alors après il y a la question de comment on finance un tel accompagnement, mais je pense qu'il y a peut-être, je pense qu'il y a déjà des choses là-dessus, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose, qu'il faut le penser de cette
façon-là. Hein, a fortiori pour des gens qui sont éloignés, on va dire, de ces mécanismes-là, a fortiori pour du fait des biais de genre, etc., qu'on évoquait, je pense qu'il ne faut pas de suite y aller forcément bille en tête sur du modèle d'entreprise classique, parce qu'effectivement, à la fin, de toute façon, il ne reste plus l'innovation sociale. Hein, donc, c'est ce qui a été dit. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut forcément en avoir une approche peut-être un peu plus large. Après, voilà, c'était une réflexion comme ça que je verse au débat. Et puis ensuite, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, du coup, mais voilà. Et ensuite, dans les remarques qui étaient faites, il y avait ce truc de est-ce qu'il faut changer de label, est-ce qu'il faut changer de nom. Peut-être qu'effectivement, il y a clairement une connotation liée au terme social. Après, bon, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il faut changer de nom? Maintenant, c'est vrai que tout le monde s'est battu pendant 20 ans pour l'institutionnaliser, donc c'est délicat de revenir un peu en arrière. Oui. À vrai dire, il s'est fait un peu concurrencer par d'autres termes. Hein. Aujourd'hui, c'est l'impact. Bon, il faut pas se. Voilà, c'est la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui parle bien, c'est l'impact. Et puis demain, ce sera peut-être un autre terme. Hein, parce qu'il faut remarquer aussi, c'est que tous ces concepts, en fait, ne durent souvent pas. Il y a un peu des effets de mode aussi. Il y a aussi un peu cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Donc, le vrai sujet, c'est aussi comment, encore une fois, on bâtit nos écosystèmes d'accompagnement, comment on fait reconnaître ça. Le vrai sujet, il est là. Après, le terme, à mon avis, est secondaire, malgré les quelques biais qu'on a pu évoquer. Ouais, tout à fait. Mais là, je vais prendre la parole en tant que femme, du coup, qui aussi a fait une partie de ses études dans les sciences humaines et sociales. Et je ne suis pas certaine que ce soit en supprimant le mot qu'on supprime le mal, le problème, mais qu'il faudrait peut-être effectivement réhabiliter. Par contre, le domaine social, il n'est pas du tout. En fait, pour moi, le social, c'est tout ce qui touche aux activités humaines. Et donc, à partir de là, ça vous concerne aussi. On est sur des projets, j'en voyais un l'autre jour, c'était un projet de lutte contre la pauvreté énergétique. C'est pas particulièrement féminin. On n'est pas il y a une espèce de schéma un peu caricatural, c'est vrai, du domaine social qui est dans l'assistanat, cette économie de la fragilité dont tu parlais, Philippe. Et là, de plus en plus, je vois alors ces fameux nouveaux métiers, ou en tout cas ces compétences qu'on développe pour lutter contre le changement climatique, contre la dégradation de la biodiversité, etc. Il y a plein de métiers qui sont hyper techniques, qui sont des métiers d'ingénieurs, etc., qui ne sont pas spécialement féminins. Donc peut-être qu'il faut, moi, je ne sais pas comment, mais et on remonte à ce que vous disiez tous, et on peut être que d'accord, plus tôt ça se fait, mieux c'est. Plus tôt on apprend à l'école, effectivement, à travailler ensemble déjà, en collectif. On est dans une société qui est hyper individualiste, donc réapprendre à coopérer et à travailler ensemble, c'est plus facile en plus. Que ce soit pour créer une association, une entreprise, quel que soit le projet, y aller seul, c'est quand même un peu effrayant. Donc, à plusieurs, on est plus costaud et on est plus intelligent en plus, je pense. Mais ouais, je pense que vraiment, je voulais juste réintervenir sur le côté, sur ce mot du social qu'il faut vraiment réhabiliter. Et, l'impact, pour moi, c'est en termes familiers, l'impact, on peut en avoir avec tout et n'importe quoi, et ça peut être de l'impact négatif aussi. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui passera. Et peut-être par rapport à ce que disait Philippe, et après, c'est pas du tout à moi d'intervenir, donc je me tais. Mais juste, je me disais que peut-être que en inversant le propos, l'absence enfin, on le voit chez les jeunes effectivement au moment des élections, ce problème effectivement de pourquoi je vais voter et cette désaffection par rapport au monde politique. Mais moi, je pense que peut-être que justement en s'engageant dans des actions bénévoles, associatives, etc., on peut retrouver par ce biais-là le vrai sens de la démocratie et de la citoyenneté. Et je ne suis pas certaine, effectivement, que les gens qui nous représentent dans les partis politiques reflètent la société. Je crois que je comprends assez bien pourquoi les jeunes n'ont pas très envie de voter pour ces gens qui sont très, très éloignés d'eux. Donc, parenthèse fermée. C'est quand même un sacré tour de table qu'on vient de faire et on en a dit beaucoup déjà. On a aussi beaucoup parlé des problèmes et des freins. On a commencé à évoquer un peu des pistes de solutions, des endroits où il faudrait appuyer, donc l'éducation, la culture, la sensibilisation au risque. On est dans une société risque zéro et c'est vrai que c'est complètement antinomique avec la notion d'innovation
quelle qu'elle soit d'ailleurs. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des exemples? Est-ce que vous voulez partager autre chose sur ces questions en général avec notre public? Sur le risque et la prise de risque, c'était André qui avait très fort commencé sur cette question. Oui, ben peut-être une remarque puis une proposition. Moi, je dirais d'abord, moi, le social, je ne l'abandonne pas parce que je trouve qu'il est porteur de sens puis il est porteur d'avenir. Puis je fais une transposition, par exemple, dans tout ce qui touche les changements climatiques. Tu sais, là, on a mis beaucoup l'accent sur le facteur scientifique. Preuve à l'appui, c'est démontré, le GIEC, les groupes, on dit là, les tendances sont claires, sont modélisées, on est là-dedans. OK, mais le facteur humain, c'est beaucoup le parent pauvre de toutes les stratégies autour des changements climatiques. Malgré 30 COP organisées, ben, on n'a pas fait des gains là, depuis 20 ans. On a reculé par rapport à nos cibles. Puis c'est quoi le principal obstacle? C'est le facteur humain. Et on dirait que ça, on ne veut pas l'aborder. C'est comme, moi, je les questionne, les scientifiques. J'étais à une conférence en janvier, je dis, là, les scientifiques, c'est bon le travail que vous faites, mais il n'y a pas juste le facteur science. Le facteur humain, comment ça se fait? On n'en parle pas dans des conférences internationales ou très peu sur le changement climatique. C'est ça le principal obstacle. Pas facile de changer ses façons de faire, ses pratiques. On est dans les peurs, on est dans les doutes, on est dans des facteurs psychologiques, dans des résistances au changement. Bien, c'est ça qu'il faut creuser à l'avenir. Puis l'innovation sociale, c'est un terreau privilégié pour aborder ça. Fait que je ne l'abandonnerai pas parce que je suis persuadé que l'innovation sociale, moi, va prendre plus de place dans les prochaines années par rapport aux nombreuses crises, parce qu'on parle aussi de polycrise. Hein? De plus en plus, là, on va être dans des multiples crises qu'on va rencontrer. Puis s'il y a un élément qui peut nous aider à passer à travers, ben, c'est le facteur humain, développer une résilience à la fois personnelle, mais aussi organisationnelle et même une résilience territoriale. Comment qu'on construit ça, une résilience territoriale? Moi, je trouve que c'est un beau secteur, belle piste pour que les universitaires s'emparent de ça et l'amènent un peu plus loin. Puis peut-être ma piste de solution, pour moi, c'est la co-création. Tu sais, je crois beaucoup à cette approche-là où on met des gens ensemble. Je pense qu'on a fait un peu le tour des approches de consultation parce que les approches de consultation, ça ne va pas dans les deux sens. Hein? Une organisation dit j'ai besoin d'avoir vos idées, j'organise un événement, partagez-moi vos idées et c'est moi qui tranche à la fin, qui écrit le rapport, puis les éléments que j'aime pas trop, que j'ai entendus, j'en fais fi. Donc, ce n'est pas une relation qui va dans les deux sens, alors que la co-création, oui, parce qu'on va réunir un certain nombre de personnes, donc on veut amener une diversité, plusieurs perspectives, puis c'est souvent des moments qui sont, très dynamiques. Il y a du plaisir à être en mode co-création, le fait de tabler sur des expertises que moi je ne possède pas, mais que d'autres ont, de faire des croisements comme ça, c'est très riche. Puis, tu sais, on avait animé, on était deux, un processus de co-création à Toulon avec 3 masters à l'université. Et un des éléments, quand on faisait le bilan, c'était 5 jours là, consécutifs. Quand tu es rendu à la 3e journée, la posture créative, tu l'as intégrée. Puis, une des remarques que certains jeunes avaient fait, qui avait été le plus positive dans ce processus-là, c'est qu'ils disaient, pour une fois, on n'a pas critiqué mes idées, on m'a accompagné à aller plus loin, alors que dans le système éducatif français, j'ai 95% de réussite, on va mettre l'emphase sur le 5% manquant. Et là, j'avais dit, ben oui, c'est problématique. Puis là, dans ce processus de co-création-là, on misait pas sur ce 5%. On misait sur un peu les nouveaux potentiels, les nouvelles idées. On tablait sur cette confiance-là
qu'on avait à travers les projets qui émergeaient, les idées qui émergeaient, puis des fois la confrontation des idées, puis qui donnait des idées géniales. Fait que ça aussi, moi, ça m'avait fait dire, ah, OK, peut-être que notre système d'éducation au Québec, mais peut-être moins performant ou moins met d'emphase sur le 5% manquant, mais vise peut-être plus à susciter le potentiel des jeunes. Puis si on nous tape sur les doigts continuellement, ben on peut aussi décrocher d'un système. Fait que je trouvais ça intéressant comme remarque. Merci André. Effectivement, la co-création, c'est une étape clé, mais un peu souvent galvaudée dans l'innovation sociale. Il faut du temps. Faut qu'il y ait des espaces, ça se fait pas en un jour ou très Exact. vite. Il faut du temps pour bâtir de la confiance, pour se comprendre, pour échanger. Mais je pense qu'effectivement, c'est important. Ça rejoint un peu la première session qu'on avait eue à Alterlab avec Nadine Richesse-Battesti, qui disait fondamentalement, l'innovation sociale, ça doit pas être une injonction. Ça doit vraiment être créer des conditions favorables, des espaces pour que les gens, effectivement, avec différentes perspectives et compétences et questionnements, puissent échanger et ensemble. Ce qui est important, peut-être, c'est de chercher les solutions ensemble, autant que de les trouver. C'est vraiment la quête de comment on peut répondre à nos problèmes. Timothée, est-ce que, bon, je suis persuadée que dans ces masters, on ne pointe pas les 5% qui posent problème, mais on appuie bien sur le potentiel des étudiants. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, partager quelque chose pour que cette nouvelle génération soit mieux équipée pour aborder les défis qu'on lui laisse? Peut-être juste sur un point sur lequel j'étais pas revenu tout à l'heure, sur la question de l'engagement, parce que sur la question du vote, notamment des jeunes, il y a effectivement, alors je renvoie aux travaux d'un collègue justement à Sciences Po qui est Vincent Tiberi, qui est assez connu pour tout son travail là-dessus, et qui dit en fait, c'est pas que les jeunes sont moins engagés. Bon, ils ont un rapport plus distant vis-à-vis du vote parce qu'ils n'ont plus un vote identitaire. Hein, voilà, c'est-à-dire on n'est plus ce qui a été dit sur la socialisation tout à l'heure, mais qui était aussi une socialisation très politique. Je veux dire, pendant longtemps, hein, voilà, on appartenait, il y avait des familles partisanes quelque part, hein, de ce point de vue. Bon, donc il y avait un peu ça, et avec un vote un peu réflexe finalement pour son camp, quoi. Il y avait un peu ce truc-là. Et là, on est face à une jeunesse qui est aussi plus éduqués souvent et qui effectivement a un engagement beaucoup plus distant, voilà. Et donc ils votent moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'engagent moins en fait. C'est juste qu'il y a un éclatement en fait des formes d'engagement. Voilà, lui c'est ce qu'il tend à montrer. Et donc ils vont s'engager ponctuellement dans une maraude une fois, ou alors faire une manif, ou regarder des vidéos et les commenter sur les réseaux sociaux. Enfin bon, il peut y avoir il y a un éclatement en fait des formes d'engagement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'engagement, ça veut dire qu'il prend d'autres formes. D'autres Et donc formes. c'est peut-être ça aussi, hein, cette hypothèse-là finalement qu'il faudrait réfléchir au regard de la question qui est la nôtre. Voilà. Est-ce que est-ce que cela a des incidences aussi du point de vue de la création de projets d'innovation sociale? C'est une question. Moi, c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça que peut-être que les modes projets, hein, encore une fois, sans forcément aboutir à une entreprise, voilà, je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Voilà, ça. Il y en a qui peuvent aller au bout, qui sont structurés pour, qui ont les ressources pour, et d'autres qui pourront peut-être d'abord le faire en intrapreneuriat, ce qui a été dit, et puis ensuite, effectivement, le développer autrement plus tard. Enfin voilà. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à se poser de ce type. Voilà. C'était juste pour réagir aussi par rapport à cela. Oui, mais Merci. puis il y a peut-être l'idée aussi, tu sais, est-ce que tu as vécu dans ta vie des moments un peu d'illumination ou des moments collectifs qui te font croire justement au potentiel humain, tu sais? Euh, Parce que c'est vrai, tu sais, moi, je le vois des fois quand on anime des processus de co-création, il y a des gens qui en sortent, hey, c'est la première fois que je participe à un collectif. Puis je ne suis pas toujours dans un développement de projet, là. Des fois, je peux participer à une initiative menée par une autre organisation, mais c'était génial de voir comment,
on avait mis les égos de côté, comment que, tu sais, une bonne idée, se fout de ta position hiérarchique. C'est pas parce que tu as 30 ans d'expérience ou que tu es directeur ou directrice que tu as des meilleures idées, là. Non. La créativité est démocratique. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis dire, ah, j'ai vu ce potentiel-là, comment on est capable de s'appuyer l'un sur l'autre, puis qu'on a fait comme corps, puis qu'on est arrivé à des résultats concluants. Mais quand tu vis un moment comme ça te donne foi en l'humanité. Puis peut-être que c'est ça qu'il faut faire, amener ces jeunes-là à vivre à des moments collectifs. Puis moi, j'ai été beaucoup impliqué avec l'organisation Osons ici maintenant, qui est basée en France, qui a des antennes à Bordeaux, à Lyon, puis en Bretagne. Puis c'est ça, leur fabrique à déclic, où ils proposent des 3-4 jours aux jeunes. Ben, c'est de leur offrir des moments de déclic, mais des expériences concluantes et collectives. Puis quand que tu découvres ça, après ça, tu les vois, leur énergie, il y a comme un espoir qui transpire leur peau. Puis c'est ça qu'on a besoin de faire vivre, je pense, à la jeunesse, des moments comme ça collectifs où tu dis, hey, le possible, là, il est vraiment à portée de main. Oui, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'en plus, ils sont beaucoup dans un monde virtuel. Ils ont été très déconnectés de la réalité au moment du Covid aussi. Cette jeunesse, et ça a un petit peu fracassé une partie d'entre eux. Donc, peut-être qu'effectivement, je cherche mes mots en français, c'est assez pathétique, mais un départage d'expérience, voilà, des actions expérientielles, faire vivre, faire ressentir, utiliser ses sens au-delà de ce qui est de la consommation d'informations et de données, etc. C'est vrai que peut-être que c'est une façon aussi de se reconnecter aux autres et de vouloir en faire davantage, en tout cas de reprendre, de reprendre espoir en soi déjà, confiance et espoir en soi. Donc c'était l'association. J'ai noté, je note tout ce que vous dites tous les deux. Osons ici et maintenant, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Et sur ces espaces, donc cette anticipation et puis cette manière de regarder le monde qui serait différente et qu'on commencerait un peu à travailler quand on est jeune et quand on est petit, et modifier le modèle éducatif. Je ne veux même pas parler de celui qu'on a en France qui ne va pas tout à fait dans le bon sens. Ça m'a amené à réfléchir, si on revient sur l'innovation sociale, où effectivement, là, moi récemment, j'ai travaillé beaucoup sur tout ce qui se passe en milieu rural et dans les zones vraiment très peu peuplées et les initiatives locales qui apportent des réponses innovantes à un problème local. Donc, on n'est pas du tout sur du changement d'échelle, etc. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui manque très souvent, effectivement, ce sont ces espaces avant ce qu'on fait dans les incubateurs classiques, où on arrive avec déjà une idée je ne sais pas comment le dire, mais une idée d'activité économique ou para-économique. Là, c'est vraiment aider à la phase d'idéation, vraiment la toute première étape de cette spirale de l'innovation, là. Comment on aide? Moi, je pensais que c'était inné et que c'était spontané, qu'on avait tous potentiellement de la créativité ou pas, comme on est souple ou pas, on est plus ou moins créatif. Et en fait, là, en lisant les écrits d'une sociologue récemment, j'ai découvert que ça se travaille. Elle parlait de l'éco-anxiété des jeunes et elle disait que, en fait, ils n'arrivent plus à imaginer un avenir qui est positif et que ça se travaille. Cette positivité et cette créativité. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que c'était pas, voilà, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Donc peut-être que oui, peut-être que des espaces où on peut faire partager des expériences où on va pouvoir faire de la coopération à l'école. Ça peut être, mais il faut faire vite alors, parce qu'ils vont grandir vite là, nos jeunes de maintenant. Donc au boulot. Je reglisse une question de Delphine Valade qui a réagi
par mail, mais que je reposte ici, Bonjour. sur justement savoir, de poser la question peut-être plutôt à André, sur savoir s'il existe des expériences coopératives dans le système éducatif au Québec. C'est vrai que nous, en France, on a quand même une espèce d'admiration aussi. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au Québec, notamment sur la coopération. Voilà, donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui existerait peut-être peu chez nous? Ben, il y a peut-être des écoles plus alternatives, mais ils sont très peu nombreuses, là, tu sais, qui vont mettre beaucoup l'accent sur la pédagogie du projet dès le plus jeune âge. Puis, tu sais, puis c'est vrai que si mettons, on questionne l'école, pourquoi il faut mettre les gens par niveau, hein? Souvent, c'est Ken Robinson qui avait fait une analyse en disant on a développé l'école comme une usine, un peu en segmentant, mais non, c'est pas. On pourrait dire, ben non, à l'école primaire, on mélange les âges, puis les plus vieux peuvent apprendre aux plus jeunes, tu sais, un co-apprentissage. Euh, tu sais, moi, ma sœur est dans une école, là, sont en train d'expérimenter le co-enseignement. Pourquoi il faudrait juste avoir un seul enseignant dans la classe? C'est pas évident, des fois, d'être devant des classes de 30-35 tout seul. À deux, il y en a un qui peut observer, l'autre qui donne des contenus, il y a une complémentarité. Fait que je trouve qu'il y a des formes qui pourraient être développées, mais tu sais, j'ai pas l'impression que l'innovation est très déployée dans les systèmes éducatifs. L'innovation pédagogique, moi, j'ai eu une entreprise pendant 5 ans là-dessus, puis j'accompagnais des fois des acteurs dans le milieu scolaire. Puis je leur parlais de jeux de rôle. C'est pas une méthodologie qui existe depuis 2 ans, là, le jeu de rôle. Là, c'est vieux, ça a été documenté depuis une 30-40 ans. Puis non, on n'a jamais utilisé des jeux de rôle. Ben, voyons donc, c'est des pédagogies qui fonctionnent, qui sont beaucoup plus participatives, qui vont chercher les sens, comme tu disais, Armel. Tu sais, il me semble, tu veux faire vivre des expériences en éducation, mais ça demande d'avoir des gens qui sont formés sur la construction d'expériences. Puis j'ai l'impression que le parcours est assez linéaire. Puis je trouvais qu'il y avait peu de créativité dans le milieu scolaire. Ça, pour moi, c'est un non-sens. C'est un lieu d'expérimentation qui devrait être testé ou fait beaucoup plus souvent. Fait que des fois, je peux avoir une perte de confiance dans nos institutions. Puis nous, présentement, l'éducation, on coupe, on enlève de l'argent. On dit, oui, c'est important l'éducation pour le développement d'un peuple, mais d'un autre côté, les politiques coupent de plus en plus dans ces systèmes d'éducation-là. Juste repenser les lieux. Il y a eu un groupe de travail, à un moment donné, qui s'est mis en place avec un architecte, puis qui disait, oui, mais regardons les lieux, nos enfants, dans quel type de lieu qu'on les met. Quand on est dans un éclairage néon avec des couleurs blafardes, il n'y a personne qui est capable de rester une journée puis d'être productif puis être stimulé dans des tels lieux. Où est la présence de la nature dans nos lieux éducatifs, de la clarté, de la lumière naturelle? Très peu présente. Des fois, c'est juste repenser les lieux d'apprentissage, ça a une grande incidence. Fait qu'il y a tellement à faire, mais j'ai pas l'impression qu'on est dans une ère de réinvestissement public puis qu'on croit à la vertu de l'éducation. Moi, mon modèle pour avoir vécu 4 mois en Finlande, c'est vraiment la Finlande, là. Peut-être que vous idéalisez le modèle québécois. Moi, c'est le modèle finlandais que je trouve beaucoup plus stimulant parce que les gens là-bas, il y a un quota, si tu veux. Devenir enseignant, c'est comme valoriser dans l'espace public. Être enseignant, c'est wow, aussi important chez nous peut-être qu'un médecin. Ben, c'est ça qu'on a un peu perdu. Si on ne valorise pas cette profession-là, ben, c'est sûr que les budgets, on ne va pas les mettre. Puis il y a une qualité d'éducation qui est en descente, qui est en pente descendante depuis une dizaine d'années, puis ça m'attriste beaucoup. Ben, on le voit bien et puis ça nous attriste aussi. Effectivement, on a quand même des questions sur les valeurs qu'on a aujourd'hui dans notre société, visiblement outre-Atlantique et chez nous, qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles nous, on croit et celles qu'on défend.
et qu'on croit bonne pour le futur de l'humanité et de la planète, avec un modèle un petit peu différent de celui qu'on a maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois des choses qui arrivent et je dois dire que mes yeux sont un peu fatigués, donc je ne suis pas sûre Donc d'être... Mais Aurélie, je te fais confiance. ouais, il est moins le quart, donc il y a effectivement des personnes qui me postent encore quelques commentaires et d'autres qui commencent à nous quitter. Il y a une réflexion qui dit donc bonjour, je ne partage pas tout à fait votre avis. Le réseau Pépite valorise l'ESS dans différentes régions, mais de notre côté, nous constatons que les étudiants s'orientent davantage vers la thématique de l'impact. Voilà, c'est la question que posait Timothée tout à l'heure sur effet de mode ou pas effet de mode, sur la sémantique hein, et sur le questionnement sur est-ce qu'on a glissé l'innovation sociale à l'impact. Donc, par ailleurs, les webinaires proposés par le SCOP, malgré une communication ciblée en amont, ont été suivis par nos bénéficiaires. Il semblerait que le format ou l'approche ne répondent pas pleinement à leurs attentes actuelles, malgré la qualité du contenu. Donc ça, c'est peut-être plus pour nous, mais sachez qu'ils sont enregistrés et que vos étudiants pourront l'écouter à loisir plus tard. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis convaincue qu'il y a des réflexions à apporter de la même façon que le disait André tout à l'heure, sur comment on diffuse nos contenus. Et je pense qu'on peut être plus innovant sur la façon de diffuser nos contenus. Moi, je voudrais juste, parce qu'on l'a abordé, mais c'est parce que j'ai une curiosité aussi, juste André, si tu pouvais nous dire quelques mots en fait sur le projet de formation là, de 500 jeunes que la Maison de l'innovation sociale s'apprête à lancer ou va bientôt lancer. À l'automne. À l'automne, quelle est en fait la particularité, parce que nous, à Alter Incube, effectivement, on s'adresse à tout type de public, mais est-ce que de ce fait-là, il y a une réflexion qui a été menée en amont sur adapter un programme d'accompagnement parce que c'est un public jeune, ou est-ce qu'on leur parle autrement? Est-ce qu'on leur propose des modules qui sont différents? Est-ce que vous aussi, vous innovez en lançant ce programme? Voilà, j'avais juste envie d'avoir quelques mots sur, même si l'expérimentation ou le projet n'est pas encore lancé, mais j'avais envie au moins de comprendre la petite graine, pourquoi la MIS, la Maison de l'innovation sociale, s'était lancée dans ce programme. Oui, ben, il y a l'intention de démocratiser l'innovation sociale, de le rendre de plus en plus concret, moins théorique. Ça passe souvent par une pédagogie de l'exemple. Quand on décrit des projets, des exemples de comment l'innovation sociale se traduit, souvent les gens comprennent plus. Fait que, tu sais, dans les activités qu'on a imaginées, il y avait ce qu'on appelle une formation 101 ou une formation d'introduction à l'innovation sociale qu'on voulait faire, peut-être un format court, 1 heure, puis le diffuser le plus possible. Après ça, il y avait aussi cette idée-là de développer, on avait parlé d'un journal de bord de l'innovateur social. Tu veux être innovateur social, voici un parcours qu'on te présente, développe ton impact en 100 jours. Commence, puis là, on te propose des contenus, puis après ça, tu as des exercices à faire à chaque jour. Fais ça pendant 100 jours. Tu sais, ça peut plus de 3 mois. Donne-toi un peu cette discipline-là. Puis, tu sais, ça va prendre une demi-heure, maximum 1 heure par journée. Mais c'est ça aussi, si tu développes cette discipline-là, ne serait-ce que 30 minutes par jour, tu vas voir l'impact que tu vas avoir au bout de 100 jours. Puis tout le cheminement que tu vas avoir fait. Fait qu'il y avait un peu ce genre d'outils-là là, qu'on veut faire. Puis, tu sais, la question de l'impact, c'est pas plus clair, là. On utilise beaucoup ce mot-là, mais si on ferait l'exercice ici à 10, on aurait 10 définitions différentes. Pour moi, l'impact, c'est un peu un slogan à tendance, mais c'est pas plus clair pour moi des projets d'impact ou de l'innovation à impact. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Fait que c'est ça qu'on veut faire dans cette campagne-là. Puis si on nous dit on s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, puis qu'ils comprennent nos messages, ben on s'adresse à plusieurs types de publics. Fait que c'est un beau terrain d'essai pour vulgariser nos pratiques, les façons de faire, puis tout le champ de l'innovation sociale. Et ce sera gratuit, ce parcours de, je ne sais pas comment vous l'appellerez, de formation, d'accompagnement?
Ben, on vise la gratuité au vraiment faible coût, là, parce que c'est sûr, ben, tu sais, si on propose une école, mettons, de 3 jours, une école d'été autour de l'innovation sociale, on va peut-être te faire payer les frais alimentaires, là, mais tu sais, on veut rendre ça accessible pour que le plus de monde participe, parce que Bien le, sûr. le coût d'un événement est souvent un frein à la participation aussi. Et oui. Fait que, bon, si on t'offre un événement, ça coûte 40 € pour 3 jours, un repas inclus, tu fais, ouais, c'est pas cher. Euh, mais si c'est 300 €, ça va être sûrement un frein. Tu vas dire, ah, je pense pas, je vais y aller. Fait que c'est ces éléments-là qu'on veut tenir compte. Aurélie, ça répond à la question que tu avais. Tu voulais développer davantage. On aura peut-être l'occasion quand la campagne de formation sera lancée à l'automne, Non, de mais partager les je crois informations. que voilà, ce n'est qu'un début et que je suis très heureuse qu'Alter Incube reste en contact, avec la Maison de l'innovation sociale sur, ce type d'échange, sur des expérimentations menées ailleurs. Parce que je pense que c'est les territoires, c'est pas forcément une frontière. Je pense qu'en fait, les réflexions qui sont menées, au Québec sont les mêmes qu'on peut mener ici et j'imagine bien voilà, qu'on aura des choses à échanger par la suite. Donc, non, merci. À suivre. Oui, puis Faire à là-dessus, suivre. tu sais, on avait organisé l'année passée là, un webinaire avec 3 pays. Là, il y avait la TIS de chez vous qui était là, puis avec la Fondation Abdelkader au Maroc. Puis on avait des constats similaires, malgré 3 pays, 3 cultures différentes sur l'innovation sociale, avec des particularités, certes, mais c'est quand même intéressant de voir être 3 pays différents, puis des constats assez partagés autour de l'innovation sociale puis de la jeunesse aussi. Mm. Mais c'est l'objet des rencontres internationales de l'innovation sociale, en fait. C'est ça aussi, c'est de Mm. pouvoir confronter tous ces points de vue, voilà, et de voir qu'il y a des choses qui effectivement, sont quand même assez proches. Et de la coopération transnationale auquel, oui, moi aussi, je crois très, très fortement, parce que c'est ce que je fais l'essentiel du temps. Et d'accord sur des constats, mais avec des manières de faire différentes. Il y a plein de modèles et c'est ça qui est riche. Et on ne fait pas du copier-coller, mais on peut vraiment s'inspirer les uns les autres. Et c'est super intéressant, je trouve, de fabriquer ensemble des solutions nouvelles. Mhm. Donc Oui, s'il y parce a que pas de souvent on pardon. s'inspire du Québec, mais la France, mais nous aussi, on s'inspire de la France, de certaines initiatives que vous développez, c'est dans les deux sens, là. Tu sais, des fois, il y a peut-être un préjugé favorable sur la créativité québécoise, qui est en partie vrai, mais vous en avez une aussi. Peut-être vous êtes juste plus timide à la clamer, cette créativité-là, mais elle est présente. Puis il y a plein d'initiatives. Puis vous êtes quand même un territoire plus nombreux, populeux que nous. Fait qu'il y a beaucoup plus d'initiatives qui est développées. Fait que nous, on s'inspire beaucoup aussi de ce que vous faites. Bah, on va en Merci. parler beaucoup plus alors, encore beaucoup plus. Est-ce qu'il est 17h51? Est-ce que chacun aurait un petit mot de conclusion, voilà, avant de clore cette, 3e séance? Timothée, je te laisse la parole. Oui, bah après, on a beaucoup développé, hein, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est en synthèse cette idée, en tout cas, qu'il faut s'organiser davantage dans les écosystèmes, et notamment au plan éducatif. Moi, je pense qu'il y a un gros enjeu, surtout là-dessus, même si là, on voyait un témoignage disant, mes pépites proposent les modèles de l'ESS et tout ça. Après, il faut voir aussi dans ces accompagnateurs, est-ce que c'est des gens qui viennent ou pas de l'ESS? Vous voyez, ça, c'est aussi un élément, à mon avis, important, parce que cette culture, elle passe aussi par là. Donc, il y a, à mon avis, tout ce qui relève du champ éducatif, plus le champ, effectivement, de l'accompagnement, notamment dans ces milieux universitaires, où il faudrait, enfin, il faut qu'on mette le pied dedans, quoi, hein, de manière plus directe. Il y a des masters, il y a des points d'appui maintenant. Et je pense il faut aller beaucoup plus loin là-dessus si on veut arriver à pousser ces sujets-là. Voilà, il faut le prendre vraiment à la source, me semble-t-il. Enfin, puis on va avoir une stratégie de long terme, hein. Ça me semble l'élément à privilégier. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de nos échanges. Et moi, j'avais préparé un petit post, mais je vois que tu n'en parles pas, mais peut-être que c'est l'occasion peut-être de dire juste, donner rendez-vous en tout cas, au Forum mondial de l'ESS à Bordeaux, au mois Oui, bien d'octobre. sûr.
Voilà, du 29 au 31 octobre prochain, tout à fait, à Bordeaux, nous accueillons le Forum mondial de l'ESS dans le cadre du Global Social Economy Forum. Et les inscriptions sont en cours. Je sais qu'on en a déjà pas loin de 1000, donc ça, voilà, bon, ça va augmenter. On va en avoir plusieurs milliers. Donc n'hésitez pas à venir. Bordeaux, c'est très beau en plus. Donc il y a du bon vin. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ça Avec marche plaisir. bien. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Oui, non, le message est passé. André, un petit mot de peut-être, conclusion? oui, moi je dirais peut-être un dernier message. J'insisterais sur peut-être de miser sur l'aspect rebelle des jeunes, qui est quand même une force, cette audace qu'ils ont, qui n'est pas toujours peut-être bien accueillie par nos organisations, mais derrière cet aspect rebelle-là se cache souvent un esprit d'initiative, d'entrepreneuriat, de faire des choses autrement, de développer des nouvelles façons de faire. Puis des fois, ça peut, questionner nos structures, parce que c'est pas toujours bien cadré. Il y a beaucoup d'émotions des fois quand c'est mentionné, ces idées-là, mais il faut être capable d'aller au-delà de la façon dont c'est exprimé, où ça sort, puis dire de stimuler un peu cet aspect rebelle-là. Moi, je pense qu'il y a un bon potentiel de la jeunesse qui ne mérite qu'à d'être valorisé. Donc, vive l'aspect rebelle des jeunes. Merci. Armelle, je te laisse un petit mot aussi de conclusion et après, nous J'essaye de quitterons. réfléchir à un slogan dans lequel on pourrait intégrer innovation sociale, jeune et rebelle, tu vois, quelque chose qui les séduirait, je ne sais pas. Donc, non, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je crois que le sujet, effectivement, il a été bien développé, mais il y en aura encore beaucoup, beaucoup. Parce que maintenant, il faut qu'on travaille vraiment sur les solutions. Je crois que les diagnostics, on les a à peu près tous. Et il faut les enclencher. Et donc, merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée au Québec et bonne fin de journée à Bordeaux. Avec grand, grand plaisir pour aller déguster du vin de Bordeaux bio en écoutant parler de l'ESS. Et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous donc au mois d'octobre pour la 4e session d'Alterlab et notez tous la date du 1er décembre à Montpellier pour les rencontres internationales de l'innovation sociale. Jeunesse, lève-toi, c'est un joli mot de conclusion. Merci Morgane Carré-Falcoz. Merci, À très Morgane. bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.